Oh! Ah! Le carré de sable. Exactement. Voilà, à un moment donné, j'ai tellement de podcasts que je sais plus lequel est lequel. Ah ouais, t'en as une coupe? Là, j'ai le carré de sable, j'ai selon une étude qui est avec ma blonde qui est une docteure en neurosciences. Sérieux? Fait qu'on vulgarise dans le fond de la neuroscience avec l'humour. Des docteurs. Puis ben moi, c'est un peu d'humour, mais tu sais, ma job, c'est vraiment d'être la courroie de transmission entre un chercheur puis quelqu'un qui un néophyte, là. Exact. Ah ouais. Fait que c'est de la vulgarisation puis du transfert de connaissances. Puis j'ai Curieux Rivard où moi, je reçois des experts dans des domaines. Wow. Tu sais, j'ai reçu des docteurs en intelligence artificielle, des psychiatres. Man, ça doit être intéressant des fois. Hein? Ben, c'est ça que j'aime faire. Moi, c'est juste comme, hey, je connais rien là-dedans. Comme... Viens jaser. Exactement. Puis c'est exactement ça que j'ai fait avec toi. Là. Puis, j'ai découvert, on va te présenter, Carl Mayotte. Mais, puis le but du podcast, c'est de le carré de sable. Ça, c'est. Je reçois du monde que je trouve intéressant, que je trouve le fun. Puis, t'es bien fin. C'est vraiment ça. Moi, c'est qu'est-ce qui m'intéresse. Puis du monde qui ont l'air cool, qui font leur patente, que je fais comme, hey man, j'ai des questions, genre t'es qui c'est bon ça, je vais te faire découvrir à du monde curieux comme moi, tu sais. Fait que là, toi je t'ai découvert, écoute, on se connaît pas, on va l'installer en début d'épisode là. On se connaît pas, je t'ai écrit parce que je t'ai découvert au jazz, l'édition Pandémie. Ouais. Qui avait pas de public à rien. Ouais. Tu jouais une tune qui s'appelait Grand Prix. J'ai fait comme, nice, good job, je sais pas c'est qui ce gars-là, mais je trouve ça vraiment cool. Puis là, j'ai commencé à te suivre. Puis là, ben, à un moment donné, je t'ai écrit genre, hey, ça te tenterait-tu de venir faire mon podcast juste parce que. Genre, t'es un bassiste, je te trouve super bon. Puis... Il était un bassiste aussi finalement, fait que là, il y a comme un atome crochu. Ben genre. Oui, clairement. Je pense pas que je te l'avais dit quand je t'ai écrit. Non, c'est ça. Okay. C'est drôle parce que je me suis acheté une imprimante il y a pas longtemps, puis le gars, j'arrive là. Le gars, il travaillait au téléphone, tout, puis il y avait plein de basses accrochées sur ses murs. Je dis, hey, t'es bassiste, moi aussi je suis. Là, il a raccroché son téléphone, il a dit, attends, puis il a dit à son client, attends un peu. Clac, ah ouais, genre, il y a une connexion, genre. Ben man, la bass, il y a quelque chose là-dedans de. C'est on est des êtres incompris. Exactement, il y a des êtres curieux. Le monde nous snob. Mais. Good. Fait que, hey, on va s'en garder, là, on jase, mais. Fait que, y a-tu un intro que tu fais ou. Non. L'intro, c'est moi qui dis je te connaissais pas, on s'est jasé. Colin Devin. C'est smooth, là. C'est le plus proche d'une discussion normale que tu peux avoir. C'est pas une chose structurée comme à TV. Super. Excuse-moi, c'était-tu déjà commencé? Ouais, c'est déjà commencé, mais c'est pas. Y a pas de frette, y a pas de malaise. C'est vraiment, vraiment relax. C'est ça que je voulais pour le show depuis le début. J'adore ça, mais comme ce côté-là, instinctif un peu. On se lance, puis c'est cool. Ben, t'es toi, je suis moi. Ben, genre, exact. allô, comment ça va? Je nous fais confiance à nos capacités sociales d'humains que ça va bien se passer. Ouais. Fait que ça pour dire, pour expliquer aux gens, je t'ai découvert, puis genre, je tripe vraiment ce que tu fais, je trouve ça super merci, bon. C'est vraiment gentil. On se connaissait pas, je t'ai écrit, j'ai fait comme, man, ça te tenterait-tu de venir? T'as dit oui. Puis là, t'es là, puis j'avais envie de faire découvrir aux gens qui est Carl Mayotte, qu'est-ce que tu fais, puis... Fait que là, on va commencer par la base. T'es bassiste. Ouais. T'as étudié en musique. Tout à fait. Tu viens-tu de Québec ou Montréal? Je viens de Québec. Ok, tu viens un fier gars de Québec quand même, là, je veux dire, j'aime bien ma ville. Là, quel quartier? Moi, je viens d'une banlieue, mon gars. Là. Je veux dire, je viens genre de Loretteville. Là, mais, chose intéressante sur Loretteville, c'est qu'il y a une histoire différente. C'est différent de d'autres banlieues qui ont été créées plus tard juste pour stocker du monde puis vivre le rêve américain. Il y a quand même une histoire avec Loretteville qui est beaucoup plus vieille. Il y a une maison ancestrale aussi de 200 ans et plus. Il y a des gens qui se sont installés là il y a très longtemps. Fait il y a quand même cette chose-là culturelle qui est quand même intéressante, je trouve, même si je trouve qu'il manque de culture un peu là-bas. Mais non, puis il y a de l'accès à la nature. Mais je viens de Loretteville. Ouais, c'est correct, Loretteville. C'est Voir Chauveau. Colin, un gars qui connaît ses affaires. Yes. J'allais au skatepark en face de l'école. Tu sais, le skatepark sur Chauveau de Lormière. Ok, oui, c'est l'école secondaire de Neuchâtel. C'est mon école secondaire. Ah ouais, exactement. J'ai habité à Neuchâtel, moi. Sérieux? Ouais, quand j'étais petit, pendant 2-3 ans. Wow, man. Place Malapart. Le petit quoi, j'allais à l'école. Comment ça s'appelait donc? La Chaumière? Non, l'école. C'est pas l'Arc-en-Ciel, c'était le. L'Aventure ou Saint-Jean-Baptiste? Chose de même. Moi, j'allais là aussi, man. Ah, c'est vrai? On était à la même école. Yes, man. Mais t'es plus jeune que moi, par exemple. Quand même, là. J'ai 28, là. T'as 28? Ouais. Ok, moi j'ai 35, fait que c'est pas super. 7 ans de différence. À ces âges-là, c'est rendu correct. Ben. Tu sais, à 16 ans, genre, t'aurais 9 ans, puis là, je ferais comme niais. Mais t'as été là de quel âge à quel âge? Ça a été du back and forth, mais tu sais.
que j'ai habité à Québec officiellement, ça a été genre 2e année, 3e année. Genre. Ok, ben, t'as peut-être connu de le proche ou de loin mon frère et ma soeur, qui sont beaucoup plus vieux que moi. T'sais, moi, j'ai un frère et une soeur, fait que chez nous, puis qui sont beaucoup plus vieux que moi. Fait que moi, j'ai été le petit bébé, là, j'ai été la petite surprise de fin de carrière, genre, fait que non, fait que eux, ils t'ont sûrement connu plus que moi. Là, peut-être, on à sait l'école, jamais. on s'est peut-être pogné, on a peut-être joué ensemble, on sait pas. T'as peut-être eu un kick sur ma soeur, je sais pas. Là, probablement. J'avais des kicks sur tout le monde. Genre, j'étais ce petit gars-là, j'étais en amour à toutes les semaines avec quelqu'un de nouveau, j'étais comme wow! T'aurais reçu à ton podcast à l'époque, je veux dire. Exactement, j'aurais dû commencer les quand kicks. Oui, c'est ça. C'était un podcast d'enfant de 8 ans. Là. Ben oui, qui reçoit ses kicks. Ça doit être lourd. C'est genre du speed dating de kids de 8 ans qui veulent avoir l'air mature. Ça pourrait être bon quand même. Ça pourrait être très drôle. On a un concept là, je pense. Oui, on a quelque chose. Fait que t'as étudié en musique, oui. Loretteville, mais t'as étudié à Québec? Oui, j'ai fait mon bac à l'Université Laval, j'ai fait mon DEC au campus Notre-Dame de Foix. Qui est comme. En fait, il y a 2 cégeps qui ont de la musique à Québec. Okay. Il y a Sainte-Foy, puis Campus Notre-Dame de Foix. Il y en a un qui est public, un qui est privé. Moi, j'étais à celui qui était privé, pas parce que je voulais absolument aller au privé, mais dans le temps, c'était le seul qui avait de la musique pop jazz en continu. Okay. Aujourd'hui, ça a changé, tu sais. Mais, tu sais, puis ça a été des années. Je pense que mes plus belles années d'études, c'était à mon cégep, pour vrai. C'était un petit cégep, fait qu'il y avait un esprit familial, c'était le fun. Puis après ça, c'est ça, j'ai fait mon bac à l'Université Laval, puis j'ai fait ma maîtrise en interprétation jazz à l'Université McGill. OK. Ce qui m'a fait amener, en effet, d'aller plus souvent à Montréal depuis ce temps-là. Fait que... Puis ça, je me demandais, parce que je savais que tu avais fait une maîtrise à McGill, mais je me demandais, ton bac, tu l'as fait en jazz aussi? Ouais. OK. Une maîtrise en jazz, qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Ouais. C'est quoi, si tu te spécialises-tu dans quelque chose? Ben, je pense faire des études en art, c'est drôle qu'est-ce que je veux dire, mais d'une certaine manière, c'est utile, mais d'une autre, c'est inutile. Parce que dans le sens que c'est pas à cause que tu as un papier en musique que tu vas pouvoir travailler nécessairement. Mm-hmm. Peut-être la seule chose avec un papier, c'est peut-être plus des fois si tu vas enseigner ou des trucs comme ça, mais après ça, je veux dire, ça fait pas nécessairement toi aussi un meilleur musicien, parce que rendu là, c'est vraiment personnel. C'est toi qui vas pratiquer dans tes cours, c'est toi qui vas étudier. Tout le résultat est basé sur qu'est-ce que tu vas faire. Mm-hmm. C'est pas juste apprendre des choses, puis après ça, les dire. Il y a ça aussi, mais il y a du cet esprit. Shit out, exact, c'est un peu comme faire un sport. Il faut que tu pratiques une année pour être capable de faire ton lancer frappé. Même chose, faire tes gammes d'une certaine vitesse. Mais en même temps, comme c'est ça ma vision, du moins quand j'étais étudiant en musique, c'est pour moi. C'est premièrement apprendre plein de nouvelles techniques, voir autre chose. Moi, j'arrivais au secondaire, en tout cas quand j'étais allé au cégep, où que moi, je tripais fort sur la musique, puis il n'y avait pas nécessairement tant de monde qui tripait autant que moi sur la musique. Il y avait quelques personnes, mais quand je suis arrivé au cégep, ben, c'est juste des gens qui veulent aller en musique, fait que tu rencontres des gens. Puis c'est ça aussi l'affaire, je pense que c'est la chose la plus importante des études en musique, c'est les rencontres que tu vas faire. Mm-hmm. Sûrement la même chose en humour, les gens que tu as rencontrés à l'École nationale de l'humour, sûrement que c'est des gens, il y en a plein que tu côtoies encore. Ah oui, c'est des amis. Puis... Ben exact, puis tu te construis un cercle, puis c'est ça qui est important. Puis d'aller faire une maîtrise, ben je l'ai faite avant tout pour moi. C'est ça, je me suis dit, ben si jamais je vais enseigner dans un cégep ou une université qui est peut-être un projet à long terme, je le ferai pas en ce moment parce que. Tu pousses tes affaires. Puis... Exact, puis je veux dire, rendu là, c'est un choix, puis j'ai une peur, moi, de devenir un prof qui a pas réussi à faire ses rêves, puis qui regrette des choses. C'est une peur que j'ai. Mais c'est ça, fait que puis d'aller étudier là-bas, ben premièrement, je l'ai fait pour moi. Je voulais pousser encore ma musique. Puis j'avais l'impression aussi que peut-être qu'en changeant de ville, changeant de milieu, j'allais apprendre plein d'autres choses. Puis en effet, j'ai rencontré plein d'autres mondes, d'autres manières de penser, d'autres profs qui m'ont fait grandir. Moi, quand j'ai fait mon bac à Laval, au bout de 3-4 ans, ben, j'avais fait le tour des profs qui étaient là aussi. J'avais sûrement plein de choses encore à apprendre d'eux, mais j'avais l'impression que je voulais avoir quelque chose de neuf aussi. Une nouvelle vision d'être confronté à des trucs, être shaké un peu. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis, rendu là, au point de vue utilitariste, mettons, comme je trouve des fois que l'éducation va aujourd'hui, qu'il faut avoir une carrière en sortant de l'école. Genre, peut-être la musique, c'est pas ça que ça amène d'étudier en musique. Mais d'une certaine manière, ça va amener juste tellement de contacts, tellement de savoir, puis tu vas juste te développer comme artiste beaucoup plus, j'ai l'impression. Tu spots-tu, parce que je sais qu'en musique aussi, tu peux aller vers un prof. Ouais. Tu sais, fait que McGill, tu l'as choisi en fonction de. Il y a un gars là que je tripe dessus, je veux que tu m'enseignes. Tout à fait. Okay. C'est Rémi Bolduc, c'est un saxophoniste que, selon moi, c'est un des meilleurs pédagogues du jazz que je connais. Puis c'est ça, puis moi je voulais vraiment aller étudier avec ce gars-là. Puis j'ai étudié avec finalement
bien d'autres mondes comme Rémi-Jean Leblanc. Il y a un prof qui s'appelle John Hollenbeck qui est un Américain qui était là, puis lui, il m'a ouvert les yeux. On avait des cours genre de concentration. OK. Ça a l'air un peu ésotérique. Ça l'était un peu. Mais grosso modo, l'examen final, c'est que pendant 1 heure, il faut être les yeux fermés. Puis un métronome, imagine une mesure de 9 temps. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis il y a un coup de métronome qui arrive sur le 5e temps tout le temps. Ça fait que 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et là, ça continue jusqu'à 9. Puis là, il faut que tu essaies de taper avec le 5e beat. Puis de chanter dans ta tête le 9. T'sais. Wow. Les yeux fermés. T'sais, ça a l'air niaiseux dit de même, mais les premiers cours, après 1 minute, ton esprit veut s'évader, commence à penser à qu'est-ce que tu veux manger pour dîner, genre qu'est-ce que tu fais en fin de semaine. Fait que il y a tout cet esprit-là de méditation, puis qui est super utile en musique parce que souvent quand on pratique, des fois notre esprit veut s'en aller, puis il y a quand tu pratiques plusieurs heures par jour, plusieurs fois dans l'année, à presque tous les jours depuis 13 ans, de trouver la concentration, d'être motivé, puis d'être focus à 100% dans ta pratique, je veux dire, c'est pas facile. Ouais. Puis ça, je trouvais que ça l'aidait. Puis tu vois, c'est une chose que j'ai appris dans mes études, là, fait que... Non, ouais. Ben c'est sûr, mais ça, de garder le beat, genre... Tu sais, tu vois des musiciens, là, justement, moi, j'écoute tout le temps des vidéos de Nate Smith, pis du monde. Tu sais, des drummers qui donnent des leçons de compter au public, pis là, t'es comme, OK, toi, le beat, là, tu y penses même plus, là, c'est dans ton subconscient, pis t'es toujours sur le temps, tu sais exactement où... C'est rare qu'il est perdu, là. Ouais. Ben, il y a quelque chose de tellement... moi, je trouve ça fascinant, tu sais, de cet aspect-là de la musique, justement, tu sais, le rythme, tu sais, puis justement, tu sais, que c'est tout, finalement, quelque chose qu'on crée à l'intérieur de nous, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est la distance entre 2 notes, tu sais, puis comment on la sent, cette distance entre 2 notes-là, puis, tu sais, on a sûrement toute une manière différente de voir ça, tu sais, de le sentir, tu sais. Puis, tu sais, justement, quand tu commences à jouer avec des musiciens, tu sais, t'as bien beau pratiquer des fois avec ton métronome tout seul, puis d'être tête avec ton métronome, mais après ça, c'est de le transposer aussi avec des gens. C'est intéressant, ça, puis il y a une expérience sociale qui se dégage de ça, tu sais, je veux dire, tu sais, puis des fois, tu vas jouer avec du monde que t'as jamais joué, puis genre, ça va se passer de même, genre. Des gens, ça fait longtemps que tu travailles, mais ça se passe moins, puis ces gens-là, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ou toi que t'es pas bon. C'est une question de chimie. Une question de chimie, tu sais, puis, tu sais, souvent, il y en a qui voient le rythme, genre, comme mettons 3 barres. Mettons, il y a une barre au centre, puis mettons, on va dire cette sorte de. Faudrait qu'il y avoir un tableau. Là. Ouais. Mais t'es comme, imaginons la barre du centre comme quelque chose, t'es comme que t'es à 100% sur le time. T'es comme, mettons, il y a un métronome, c'est 100% avec. Là, puis mettons, cette barre-là, c'est que t'es un petit peu en avant. Draguer puis rusher. Ou un petit peu en arrière. Je veux dire, mais t'es encore dans. À l'intérieur de ça, c'est que, mettons, t'es à 100 BPM, c'est encore 100 BPM. C'est juste, juste un peu avant le beat, juste un peu après. Un peu en arrière, puis il y a des gens des fois qui sont comme naturellement là ou comme naturellement là, soit en arrière ou en avant. J'imagine qu'il y aurait sûrement préfère la même image avec des choses dans la vie, genre, comme manière d'être social, d'être layback, d'être stressé ou non, je sais pas. Mais fait que il y a des fois, il y a des gens qui naturellement qui vont être à ces deux places-là, fait que c'est sûr que s'ils se rencontrent, ben, il y a un qui va être un peu en avant. Fait que c'est comme des micro-millièmes de secondes qui vont faire en sorte qu'on se sent moins à l'aise. Mais d'être capable de travailler puis de voyager à travers ça, tu sais. Aller le rejoindre. Exact, ou... J'imagine ça doit être la même. Oui, hein. Oh, merci. C'est bien correct. Continue. Ben oui. Mais tu sais, j'imagine, comme je disais, il y a sûrement plein de références avec des trucs dans la société ou surtout nos émotions, d'être, j'imagine, capable de voyager puis de comprendre les autres. En tout cas, de s'adapter. Puis exact. Ouais. Puis c'est parce que c'est basé sur le senti. Ouais. Fait que rendu là, moi, je vois la musique un peu comme étant ça, surtout jouer en groupe. Là, les dernières expériences que j'ai datent d'il y a longtemps. Mais ultimement, c'est de l'écoute. Puis dans le senti, puis d'essayer de faire OK, toi t'es là, je vais venir te rejoindre, puis puis tu sais aussi au début quand je jouais, au début tu veux juste blower puis tout le monde blow, puis c'est pas de la muse qu'on fait, là, on fait juste comme tout showcaser ce qu'on est capable de faire. Puis à un moment donné t'apprends comme OK, non attends, je vais servir la toune ou je vais servir, là c'est ton moment, on va t'appuyer toi vas-y. Tu sais, puis ça c'est des, je trouve que il y a des leçons de vie dans la façon d'apprendre à jouer en band. Qui s'applique dans la vie de tous les jours, de laisser de l'espace, prendre le temps, l'écoute. Tout à fait, puis tu sais, ou même juste, moi j'ai eu la chance de faire de l'impro théâtrale quand j'étais au secondaire. Ah, nice! Il y a tellement de parallèles à faire entre ces deux choses-là, tu sais, justement, t'es la personne dans cette impro-là qui va puncher, tu sais. Après ça, il y a quelqu'un qui va juste te soutenir, puis t'amener dans des situations qui vont te permettre de puncher, tu sais, je veux dire, puis... Ceux qui construisent, puis ceux qui punchent, là. Mais il y a des gens qui sont bons pour faire les deux, tu sais, moi je me souviens quand je faisais de l'impro au secondaire, mon idole, c'était genre Réal Bossé, genre, ce gars-là, il me fascinait, genre. Puis, tu sais, je suis sûr que d'avoir
trippé sur ce gars-là, puis d'avoir écouté des impros, puis tout ça, tu sais, a fait en sorte que je suis devenu un meilleur musicien, tu sais. Un meilleur improvisateur, tu sais. Puis moi, j'ai eu la chance aussi de commencer à jouer en improvisant, tu sais, avec mon papa, tu sais. Je jouais de la guitare, tu sais. Puis justement, tu sais, première journée que j'ai eu... En fait, à l'instant que j'ai eu une bass, mon frère m'a fait entendre du Primus. Là, ça a explosé ma vision de c'était quoi la basse. J'étais comme, waouh, genre, puis sûrement que je suis devenu bassiste un peu à cause de ça aussi, tu sais. Puis le lendemain, mon père me mettait une tablature. Il me disait, hey, on va jouer cette tune là. C'était genre Another Breaking the Wall de Pink Floyd, tu sais. OK. Fait que, tu sais, puis après ça, tu sais, avec mon papa, c'était d'apprendre des tunes, mais surtout de jammer puis d'improviser, tu sais. On partait sur un accord, on faisait des blues, on faisait des affaires, tu sais. Pendant 3 heures, justement, on jammait sur la mineure. Moi, je savais pas que c'était la mineure, tu sais. Fait que je me fiais à mon oreille, puis j'étais comme, je faisais de l'essai-erreur, tu sais. Puis en effet, sûrement qu'au début, j'étais plus dans ma tête, tu sais. Puis mon père était sûrement très patient, tu sais, mais sûrement que je communiquais moins avec lui. Ben, j'avais pas encore développé cette faculté-là, mais plus que je devenais à l'aise, plus sûrement que j'étais conscient de l'impact de qu'est-ce que je jouais. Qu'est-ce que je jouais avait un impact sur qu'est-ce que lui allait jouer, tu sais. Ouais. Si je créais une situation que lui était à l'aise pour improviser, sûrement que ça allait l'amener ailleurs, tu sais. Puis après ça, tu sais, justement, une fois que tu as compris ça, tu peux jouer avec ces paramètres-là. Tu sais, si ça tente de créer une situation instable où tu vas être comme bassiste, puis c'est ça qui est le fun, comme surtout dans le jazz, d'être bassiste, tu as vraiment un rôle de directeur de la forme, des accords, puis de l'énergie même. Puis, tu sais, justement, là, tu peux créer une situation où tu vas jouer plus busy, genre, qui va rendre sûrement le soliste d'une certaine manière, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de tellement le fun là-dedans, tu te sens comme un peintre, tu sais. Ouais. C'est le fun, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est moi, je trouve, puis je sais pas si t'es d'accord avec cette affirmation-là, mais je trouve que les gens ont une... En général, là, ceux qui connaissent pas nécessairement la musique, ont une incompréhension du rôle de la bass. Ouais. Puis ont tendance à négliger la bass dans quelque chose. Ils l'entendent pas nécessairement, mais si tu l'enlèves, ils s'en rendent compte tout de suite. Ouais. Mais ils entendent pas ça. C'est pas quelque chose. À moins d'avoir des basslines évidentes, là, des trucs de Queen, là, puis des affaires de même que du disco, là, tu sais, que c'est ça. Tu sais que c'est là, puis tu l'entends, ce qu'elle fait. Mais j'ai l'impression que la bass, c'est comme l'espèce de mayonnaise qui vient comme pogner le drum, puis la guitare, puis faire comme. Tac, on vient tout pogner ça en pain, puis ça fonctionne. T'sais. Ben, c'est genre le pont entre l'harmonie puis le rythme. T'sais. Ouais. Fait que il va se coller avec le drum, parce qu'il y a un aspect rythmique. À tous les instruments ont un aspect rythmique parce qu'ils font du rythme. Peu importe, mais il y a vraiment cette relation-là entre le drum et la bass qui est hyper importante, qui est comme souvent vu comme la fondation de la maison. Mm-hmm. Mais en même temps, justement, la basse aussi, en plus d'être la fondation de la maison, c'est la fondation des accords. Donc, si vous jouez du piano, c'est la note la plus grave qu'il va y avoir au piano. C'est ça qu'on fait à la base. T'sais. Ouais. En général, on peut aller plus loin après ça, puis il y a des gens qui ont exploré ça, mais grosso modo, le job de base, à la base, c'est ça. Fait que c'est de donner la fondation de l'accord. Ce qui est cool aussi, parce que une fois que tu comprends un peu plus la théorie puis tout ça, ou que tu as des réflexes, une oreille, tu peux jouer avec ça. Uh-huh. Tu peux jouer avec le fait de faire des renversements, d'accord? Renversements, pour ceux qui sont peut-être plus néophytes, c'est justement, mettons... je vais utiliser des termes, mais un accord d'habitude c'est composé de 3 notes. Mettons un accord de Do majeur, ben, la note la plus grave ça va être Do, après ça Mi, Sol. Mais inversement, c'est que ta note la plus grave va être, mettons, Mi à la place. Fait que la deuxième. Fait que ça fait différents sons. Bref, en tout cas, on n'ira pas trop dans la théorie. Là, le guitariste va jouer un Do, mais toi il va jouer par-dessus ton Mi. Ça vient créer un autre effet émotionnel, je veux dire. Justement, c'est là qu'on devient artiste d'une certaine manière. On choisit qu'est-ce qu'on veut faire, puis que notre rôle de bassiste peut prendre une autre direction, Mais ça prend les heures à checker tes gammes, connaître tes accords, connaître tes modes. Être curieux aussi, Je pense qu'il faut apprendre, en effet. Je pense que c'est super bon d'apprendre sa théorie puis tout ça, mais je pense que les choses qu'on oublie des fois avant ça, c'est de se développer un instinct, Mm-hmm. d'être curieux, de vouloir voir qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça fait si on change de note, puis de pas avoir peur de faire des erreurs. C'est tellement classique de se dire, il faut que ça sonne bien, il faut que ça soit beau, faut qu'on soit parfait, mais je veux dire... Tu ressens-tu de quoi quand tu... Exact, Ouais. Puis on l'a tout notre radar, là. Puis tu vas peut-être rester juste dans les mêmes choses si tu fais ça. Si tu prends une année, tu te trompes en chose, puis si tu fais telle affaire, ben tu vas apprendre quelque chose, puis tu vas apprendre c'est quoi ça fait cet effet-là. Moi, en tout cas, puis j'ai jammé pendant des années avec la radio à juste apprendre des tunes, puis à expérimenter des choses, puis je pense que c'est un super bon exercice à faire, pour apprendre à improviser. Puis je me demandais, parce que là, t'es dans le jazz, puis ça demeure un style qui est... Mettons que tu t'annonces à tes parents qui sont pas musiciens, tu fais « Hey, je m'en vais en musique ». Puis ils font « Ok ».
s'en va en musique. Ça se peut, c'est correct. Là, tu te dis, je m'en vais en jazz. Tu sais, de l'extérieur, on a l'impression que c'est se tirer dans le pied 2 fois. Niveau, je vais gagner ma vie parce que le jazz est un peu. C'est gros, niché. Mais c'est niché, c'est ça. Oui, puis, tu sais, je veux dire, là, on pourrait faire une grande discussion sur, tu sais, je veux dire, comment est l'industrie de la musique en ce moment, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a déjà eu une époque où la musique est instrumentale, où le jazz, c'est souvent beaucoup plus instrumental, même s'il y a de l'excellent jazz vocal, là, je dis pas ça, tu sais, mais en général, tu sais, ben, il y en a moins qu'on voit aussi, tu sais, puis je pense que c'est quelque chose à reconquérir, puis c'est un de mes buts personnels de tenter d'accessibiliser ça. Exact, puis de ramener ça dans l'univers qu'on partage tous au Québec, là, tu sais, fait que puis mais c'est ça, mais en effet, t'sais, moi mes parents mon père est musicien, ma mère joue de la musique, fait que eux comprenaient puis ils étaient vraiment ouverts à ça. Puis de toute manière, en général, les études en musique au Québec, ça se passe en jazz ou en musique classique, des fois en musique pop, mais il va toujours avoir un certain lien avec le jazz, t'sais. Parce que beaucoup de la musique populaire qu'on a aujourd'hui a des fondements avec ce style de musique-là, t'sais. Puis si tu es capable de jouer du jazz, honnêtement, t'es capable de suivre n'importe quoi. Là. Oui, mais en même temps, faire des... chaque style ont leur vocabulaire, différent. Chaque culture du monde ont leur vocabulaire différent. Je parle de culture musicale. Là, ouais. Mais fait que souvent on dit que la musique c'est un langage universel, solide d'une certaine manière, parce qu'on peut jouer ensemble, mais chaque univers musical a un peu une manière de jouer différente, puis de le parler. Mais puis en effet, je pense le bien du jazz, c'est plus l'aspect théorique, puis de la musique, puis de la compréhension poussée de ça. Puis après ça, si tu veux faire quelque chose de plus simple, c'est pas négatif nécessairement, mais de plus simple, ben, je veux dire, t'as déjà ces outils-là dans ta boîte à outils. Exact. Mais non, moi, tu vois, j'ai choisi le jazz parce que c'est un style que j'aimais, puis je voulais être intègre avec moi-même. Puis c'est ça là que je trouvais que je pouvais plus m'exprimer comme bassiste aussi. Ouais. J'adore le fait, je suis musicien professionnel aussi, fait que j'accompagne des gens, puis j'aime ça prendre le rôle de bassiste, comme conventionnel, on va dire. Moi, j'appelle ça être bassiste. Là, ouais. Mais des fois, pour être bassiste soliste, entre guillemets, c'est vrai que ça se retrouve plus dans le jazz. Il y a plus des références en lien avec ça. Comme des musiciens comme Jaco Pastorius, Stanley Clark, Victor Houghton et compagnie. Fait que c'est un style qui se prête bien à ça, effectivement, oui, plus que parce que dans le pop, tu fais vraiment plus de l'accompagnement, là, t'es en arrière, exact, t'es avec le drum, t'es locké sur le bass drum. Puis c'est quelque chose de aussi dur à faire, je veux dire, t'écoutes des bassistes de pop, comme moi, un de mes préférés, c'est Pino Palladino, je veux dire, que tu connais sûrement très bien, que peut-être les gens connaissent moins. C'est tellement niché, c'est très niché, en effet. Tu drop, là, je suis comme, yeah! Mais la plupart des gens ont entendu plein de ses tracks sur plein de tunes qui passent, mais ils savent pas que c'est lui. Exact, mais de jouer aussi précis que ça, d'avoir un son si égal, d'avoir des lignes tellement savoureuses, puis quand tu les analyses, tu fais comme, il y a de la matière là-dedans, mais c'est pas facile. C'est comme écouter un drummer qui joue genre le même beat, mais parfait pendant, je sais pas, 5 minutes, là, puis tous les coups sont bien précis, égal, le time est là, il joue avec ça, il contrôle ça. C'est aussi dur que de faire un immense solo de jazz que... Ouais. Ouais, pour moi, en tout cas. Oui, non, mais c'est une belle façon de l'exprimer. Moi, j'ai découvert, ça fait une couple d'années, puis je suis tombé en amour avec ça, mais Snarky Puppy. Moi, j'écoute Lingus une fois par semaine depuis je sais plus combien de temps. Genre, ces gars-là, m'ont comme ramené dans cet univers-là. J'en écoutais beaucoup plus quand j'étais jeune, là, du jazz, puis de fusion, puis Alain Caron, puis j'écoutais ces trucs-là, puis j'aimais ça. Puis à un moment donné, je suis comme juste parti dans le métal, dans le prog, puis je me suis comme évadé. Puis là, Wolfpack, puis Snarky Puppy m'ont ramené dans... Ben oui, là, juste groover, s'amuser, Fearless Fires. Aussi. Le concept de band aussi en jazz ou quoi que ce soit qu'il y a moins souvent, mais ces gars-là l'ont ramené, tu sais. Ben ils ont un corps de genre 30 gars. Ben oui. Sauf qu'ils sont tout le temps 12 à un moment donné. Là, je les ai jamais vus live. T'es déjà vu live? Oui. C'était comment? C'était écœurant. C'était vraiment très cool. À ce qui paraît, c'est encore plus hot que les CD, genre. Ben c'est que tu connais les tunes, tu connais les sections, t'es comme nice, mais eux autres, c'est comme, ben quand on l'a traqué, c'est ça qu'on a fait, mais on va respecter la structure, là, mais la base que tu tripes à entendre, le riff qui part, puis que tu fais wow, cette mélodie écœurante, ben là, ça va être le gars de piano qui va la faire juste parce que ils se sont dit ça à soir, puis là, t'es comme oh shit, ok, lui il fait ça, lui il est rendu qu'il fait ça. Wow. Il y en a un qui kick de quoi, qui est pas pantoute, tu sais, c'est le même thème, là, la musique, mais
c'est complètement une autre section, juste parce qu'il a fait, hey, j'ai cette idée-là, puis tout le monde, comme tu disais tantôt, Ouais. a écouté, puis fait comme, oh, ça va par là, ok, cool. Mais c'est ça qui est beau là-dedans, tu sais, parce qu'il y a comme cette perte d'ego-là, un peu qu'il faut avoir, tu sais, genre, pis juste de se lancer, quelqu'un a une idée, on y va, genre. Puis il y a des musiciens avec qui que j'ai joué, tu sais. Musicien de mon band, mais je me souviens, mon saxophoniste, la première fois qu'on a joué, j'avais senti que j'avais plus d'ego quand je jouais avec lui. C'était juste comme, tu y vas, j'y vais, je me pose même pas de questions, genre, tu sais, c'était naturel, genre, pis ces gars-là, genre, ils ont tellement joué ensemble, sûrement, genre, qu'ils se font tellement confiance, genre. Ben c'est ça, c'est de la beau. confiance que tu développes, Ouais. j'imagine. Tu sais, toi, tu le vis, là, mais Ouais. c'est de la ton saxophoniste, c'est de la confiance que t'as de, Ah ouais, je vais faire de quoi, puis je suis sûr qu'il va l'entendre, exact. qu'est-ce que j'essaie d'y dire, C'est mon filet, genre. puis il va partir là-dessus. Là. Des fois, on est des funambules, puis on est le filet de chacun, genre, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est beau de vivre ça, tu sais, je veux dire. Puis il y a des, c'est ça, il y a ces musiciens que tu le vis, genre, instantanément, genre, puis en tout cas, C'est précieux, puis les deux, vous le Vraiment. savez que c'est précieux. à 100%. Ouais. Mais non, moi aussi, j'avais été un gros fan de Snarky Puppy. En fait, sûrement que ça a été d'un band qui me le poussait le plus à faire le projet que j'ai là. Ça, puis j'avais vu le show de Uzeb quand il avait fait une réunion, là. Oui. Je les avais vus à Québec avec des brasses, pis ça m'avait genre flabbergasté, genre. Puis j'étais comme, faut que je fasse de quoi avec des brasses. Puis c'est là que j'ai fait un vidéo live session qui a sorti mon projet, tu sais. Ok. Mais là, t'as 3 albums. Ou un EP là-dedans. Pop de Ville, c'est un EP. C'est comme un EP. Dans le fond, j'ai mon premier Fantasme. J'ai le deuxième qui est Pop de Ville, volume 1. Uh-huh. Qui est comme une sorte de EP. J'ai un mini EP de 2 pièces qui est comme qui s'appelle In a Sentimental Mood, qui est comme un arrangement d'une pièce de Duke Ellington qui a une version avec chant puis une version pas de chant. Puis le dernier, Escale, qui est finalement, on va dire, ouais, j'en ai 3. 3 et demi, genre. Ouais, sur Escale, il y a. C'est quoi là? Il y a une toune, que je veux pas me tromper. Didem? Ouais, exact. Ah mon dieu, je tombe en amour avec. Ah, mon en Dieu. repeat, là, j'étais comme, ah, c'est cool, on est comme. Je sais pas pourquoi elle m'accroche autant. Je pense qu'il y a quelque chose de catchy dans la mélodie aussi. En tout cas, il y a quelque chose de catchy, mais Didem, c'est une des musiciennes qui est sur la pièce. Ok. J'ai écrit la pièce pour elle. Une musicienne qui s'appelle Didem Bachar, qui est une joueuse de... Attention, là, c'est un nom d'instrument qui a matière à faire rigoler les Québécois, là, mais un kanoun. Ok. Alors, le kanoun, c'est un instrument turc, en fait, turc et Moyen-Orient, mais qui est un peu, il appelle ça une sitar sur table. Fait que finalement, imagine une genre de harpe que quelqu'un joue sur ses jambes, puis c'est super virtuose avec des doigts, là, puis... C'est un lap steel sitar. C'est, ouais, ça... Non, mais dans la logique. Voyons ça, ouais, exactement, puis ouais. Puis moi, c'est mon percussionniste qui est sur cet album-là qui me l'a présenté. Puis dès que je l'ai entendu, j'ai fait, faut que je fasse de quoi avec ce fille-là. Puis j'y ai écrit cette pièce-là. J'y ai dédié. J'ai écouté sa musique, j'ai fait, waouh, qu'est-ce qui serait bon avec genre ça. Puis en écoutant sa musique, c'est ça. J'ai écrit cette pièce-là. Fait que. Ben, t'es cœurante. Puis quand tu composes, justement, quand tu dis, ok, je vais écrire de quoi, tes outils de travail, c'est quoi? T'es-tu. Tu l'écris avant même de le jouer, tu le composes, tu le transcris, parce qu'il faut que tu présentes la pièce. Là. Non, tout à fait, puis il y a tellement de contextes. Un beau midi que tu y envoies, genre, hey! Ben, dans ce cas-là, de cette pièce-là, je l'avais écrit, je l'ai envoyé, parce qu'on n'avait pas vraiment de pratique. J'avais confiance, comme il allait checker la pièce, mon percussionniste aussi. Mané, ces musiciens-là, puis mon percussionniste m'en avait parlé, puis j'avais amplement confiance, puis elle a fait une job exceptionnelle. On a tapé ça genre dans une résidence que j'ai faite, genre dans une maison des jeunes, genre sur Christophe Colomb. En tout cas, bref. En tout cas, c'était une belle expérience. Mais bref, quand je compose, en effet, il y a tellement d'outils possibles, imaginables. Je pense qu'il y a sûrement autant de méthodes de composer qu'il y a de compositeurs. Mais c'est vrai qu'il y a des outils qui peuvent revenir ou des trucs qui peuvent aider, t'sais. En général, moi, quand je compose mes pièces, surtout pour mes autres albums, pour Escale, ça a été un peu différent. On reviendra, là, mais d'habitude, c'est vraiment comme que j'essaie de composer avec ma tête beaucoup, tu sais, avec mon instrument un peu, parce que j'ai pas le pitch, fait que des fois, je vais aller me repérer des notes avec ça, puis mettons, j'essaie d'imaginer une ligne de base, tu sais. Des fois, surtout quand je suis dans la douche, je sais pas pourquoi je suis bien inspiré, puis là, j'entends des affaires. Tout le monde dans la douche. À vous, ouais, tu sais, genre, je sais pas, c'est l'eau qui tombe sur le corps, la chaleur. J'adore prendre une douche. T'es dans le moment présent. Exact, tu sais, puis il y a pas d'autre son, tu sais, puis il y a comme un son continu, genre, qui te permet un peu, genre de raga, là, qui te permet de te concentrer, tu sais. Puis c'est ça, puis
Puis j'entends mettons, une ligne de basse, puis là, exemple, après ça, je peux aller la jouer puis l'écrire, tu sais. Mais ou sinon, après ça, une fois que j'ai trouvé cette ligne de basse-là, j'essaie de m'imaginer quel beat de drum irait là-dessus, tu sais. J'essaie de me construire un peu comme un CD dans ma tête, tu sais. Puis souvent, c'est plus long composé de même parce que je cherche un peu la perfection, entre guillemets, tu sais. Puis avec le temps, tu sais, au début, je finissais jamais des pièces parce que je cherchais trop à être parfait. Puis à la longue, je me suis dit, gars, ça va être ça qui est ça. Je le mets sur papier, puis on va voir qu'est-ce qui arrive, t'sais. Mais justement, ça fait que j'écris ces pièces-là, puis des fois même, je l'endors pas parce que le CD, il arrête pas de jouer, t'sais. Puis là, je suis comme, quelle section, quelle ligne de git irait là. Puis justement, une des étapes après ça, une fois que j'ai comme quelque chose, je suis comme, gars, c'est pas pire. Je le mets sur papier dans mes logiciels d'édition puis d'écriture. Je la mets dans mon band, on le joue. Puis là, c'est vraiment une autre expérience, parce que des fois, qu'est-ce que j'ai dans la tête va être sûrement différent quand on va le jouer, t'sais. Puis c'est ça, là, on la teste, je l'enregistre sur mon cellulaire, je la réécoute, après ça, je fais le même processus, je réentends avec des nouvelles choses, puis ça se construit de même, tu sais. Puis les autres musiciens ont-tu bien de l'espace pour faire comme, hey, moi, je sens que ça, il y a peut-être de quoi qui bug là? Je suis toujours ouvert. Ouais. Moi, je veux pas être ce genre de compositeur-là, c'est ça. Naturellement, des fois, je mets mon pied parce que je suis comme, gars, j'entends vraiment, tu sais, que cette affaire-là, puis il veut pas, c'est mon groupe. Fait que d'une certaine manière, c'est moi qui prends les dernières décisions, qu'est-ce qui va arriver, mais je veux juste être le plus à l'écoute de mes musiciens, puis ils connaissent mieux leur instrument que moi, t'sais. Ouais. Puis même souvent, quand je compose maintenant, je compose pour ces musiciens-là, t'sais. Dans le sens que j'entends mon guitariste, j'entends mon saxophoniste, je connais leur force, leur faiblesse, dans quoi ils sont les meilleurs, t'sais, puis le son qu'ils ont, t'sais. Puis je pense que l'instrument, en fait, qui a le plus de liberté là-dedans, c'est souvent la batterie, parce que je peux écrire des beats de drum, mais il y a comme quelque chose de encore plus instinctif avec la batterie, j'ai l'impression, tu sais. Puis, ouais, fait que c'est souvent le même que je vais composer, mais tu vois, pour Escale, ça a été différent. J'ai été beaucoup plus dans le jeu avec ma basse, tu sais. Okay. J'ai jamais des tunes avec une loop station. Je m'enregistrais, gros, tu sais, ça s'agrandissait. Puis une fois que j'avais quelque chose que j'aimais, je l'enregistrais. Puis là, sur mon logiciel, dans mon ordi, puis je composais de même, t'sais. Des fois, je me remettais à réfléchir juste pour être sûr, t'sais. Mais ça fait en sorte, ça fait peut-être des pièces plus courtes à cause de ça, parce que j'ai développé plus une idée. Puis t'avais fait quelque chose de plus instinctif aussi. Mais ça s'entend. Exact. Bozo. Oui. Ça, pour moi, c'est un exemple de ça, à mon sens. Là. Ouais, je sais pas comment toi tu l'as créé, mais c'est ça que je sens. Je sens je pars de là, ça se développe de même. Ça finit là, tu sais. Puis je pense que t'es tout seul dessus. Oui, exactement. Puis c'est justement, j'ai pris la tune de Félix Leclerc, puis j'ai pris la mélodie, puis je me suis juste amusé à m'exprimer avec, tu sais. Ouais. J'ai fait plusieurs takes jusqu'à temps que je trouve une que j'ai aimée, tu sais. Mais oui, ça a été ça pour toute la création de l'album, tu sais. C'est à partir, en fait, que j'ai fait plein de tracks de bass. À un moment donné, je me suis dit, hey, je pourrais rajouter des percussions, genre. On a été 6-8 jours chez mon percussionniste, puis c'est nous qui plaçait les micros, tu sais, c'était vraiment de l'expérimentation, on était des alchimistes genre du son, puis là ils plaçaient, ok, on essaye ça, tu sais, fait que c'était super le fun, tu sais. Moi c'était même libérateur pour moi parce que des fois c'est plus lourd puis souffrant, je dis ça, mais j'aime ça faire ça quand même, mais composer de l'autre manière, tu sais. Mais de faire comme ça, c'était comme libérateur. Puis je me souviens, il y avait un prof de compo que j'avais jasé à un moment donné, puis il me disait que lui, qu'est-ce qu'il faisait faire à ses élèves, c'est justement de composer des fois avec pas leur instrument, tu sais, puis c'est ça qui m'avait amené à composer avec ma tête, parce qu'il disait, imagine, ça m'a que tu perds tes deux bras, genre, comment tu vas faire pour composer dans ce cas-là, tu sais. Fait que, je trouvais ça bon, tu sais, puis je me dis, puis c'est le fun parce que maintenant, je peux être un peu n'importe où, puis composer, tu sais. Il y a des pièces que je me souviens, j'ai composées dans des cours à l'université, tu sais. Genre, comme je te distrais, puis je composais, tu sais, comme j'avais des idées, tu sais, ou des pièces que je suis dans l'avion, tu sais, puis là, je sais rare, je prends l'avion, là, juste comme l'avion, comme je te dis, faire ça, mais je pourrais prendre l'avion, puis je pourrais composer, je pourrais être dans la douche, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, tu sais. À ce moment-là, d'avoir, mettons, un petit clavier MIDI, là, ouais. C'est pratique, là. Ah, tout à fait, tu sais. Mais des fois, en tout cas, on l'a pas non plus, tu sais, puis ouais. Non, mais puis c'est tough aussi de faire ça. Au début, j'avais de la misère à entendre des choses dans ma tête, tu sais. Surtout les accords, tu sais. Mais je pense que l'exercice que j'ai fait le plus, c'est prendre des tunes des Beatles, d'essayer de l'écouter une couple de fois, essayer de m'en rappeler à l'oreille, genre, puis de repliquer comment j'entendais la pièce, genre, tu sais. OK. Fait que j'ai beaucoup fait ça des fois juste pour le plaisir, t'sais. Entraîner ton oreille, puis l'oreille interne, exact, ouais. T'sais. Puis la mémoire musicale, tu sais. T'as-tu fait, en solfège, t'étais-tu bon? J'étais pas la meilleure personne en solfège, j'étais même en mise à niveau quand je suis rentré au cégep, là, OK. Fait que moi, j'ai beaucoup appris en repiquant des choses, tu sais. Ouais. Comme ça, tu sais. Je comprends. Énormément, là, tu sais. Fait que c'est nice. Puis tu sais, il y a rien de pire, moi, parce que tu sais, moi, évidemment, j'ai pas ton background puis tes connaissances en musique, mais j'ai le même processus de j'entends des affaires, puis ça me gosse, puis à un moment donné,
Moi, c'est plus, faut que je prenne l'instrument pour trouver ce que j'entends parce que je suis tanné. Ben, je fais ça aussi, là, dans le sens, comme je te disais, j'ai pas l'oreille absolue non plus, là, je peux pas écrire à... Des fois, maintenant, je suis capable de reconnaître les mouvements, puis je l'écris, puis après ça, je l'essaye, mais moi aussi, ça me prend mon instrument, là, maintenant, là, mais ces espèces de... Moi, c'est plus de purger, là. Je suis écœuré d'avoir ça qui me trotte dans la tête. Je vais juste le jouer, me le traquer à quelque part, juste pour l'avoir, puis pouvoir arrêter d'y penser. Mais des fois, quand c'est des accords, tu sais, toi, t'as les connaissances, tu connais les accords et tout ça. Moi, des fois, j'y cherche, ça la guitare. Fait que l'espèce d'urgence de... C'est clair dans ma tête, mais là, je cherche tellement c'est quoi l'accord que je fais que je perds l'essence dans l'espèce de... Juste être en train d'essayer de figure out c'est quoi que je viens de faire, c'est quoi que j'entends. Puis là, à un moment donné, tu le perds pendant que tu cherches, alors que, tu sais, si j'avais une super bonne formation... Je serais tombé dessus de suite, je ferais comme oui, ok, c'est ça, parfait, je peux le noter, puis c'est réglé. Des fois aussi, à Badné, je les cherche encore moi aussi, là, mais tu sais, l'affaire qui est intéressante sur moi aussi, c'est que quand on compose avec notre instrument, sûrement qu'on va aller plus dans nos réflexes, puis des choses qu'on est à l'aise. C'est pas une mauvaise chose, tu sais, parce que, tu sais, d'une certaine manière, c'est ces choses-là qui font en sorte que notre identité artistique est basée sur ces choses-là parce que c'est les choses qu'on est le plus à l'aise, que les gens nous reconnaissent avec ça. On a intégré ces affaires-là. Exact. C'est vrai, des fois, je trouve la limite entre notre identité musicale puis le fait de trop se répéter, d'être comme de se dire que quelqu'un dit, de se dire, hey, il fait tout le temps la même chose. C'est mince, comme justement... Ta couleur versus tu te répètes. Exact. C'est juste la ligne est mince des fois. J'imagine que c'est la même chose en humour aussi, tu sais. Ouais, parce que t'es toi, fait que ça va toujours te ressembler. Mais à un moment donné, tu veux varier la façon dont t'amènes les affaires, puis il faut que tu continues de te surprendre. Fait que, nous autres, c'est basé sur la surprise. Fait que je peux pas constamment te redonner la même mécanique, constamment te redonner le même pattern, parce que tu le vois, puis là, c'est pas intéressant. Fait qu'il faut que je joue avec ça, mais il faut que ça reste moi. Fait que, tu vas puiser à la place la plus sincère possible, donc ta couleur est toujours présente, mais tu varies sa forme pour essayer de rendre ça intéressant. T'sais. Ben, en fait, tu parles de forme, mais c'est la même chose en musique, sûrement dans l'art en général, mais la forme, c'est tellement important. Il y a sûrement, j'imagine, quand tu construis des jokes, des différents sens que tu peux mettre à un mot. Là, mettons, n'importe quoi, mettons complément, sujet, puis sujet amené. Là, nous autres, c'est plus, on appelle ça un angle, une prémisse, puis un punch. Fait que l'angle, c'est en général... Mettons, j'étais au magasin. Ça, ce serait la prémisse, mettons. L'angle, ce serait j'haïs les magasins le dimanche après-midi. Ça, ce serait ton angle. J'étais au magasin, ça, c'est ta prémisse. Puis là, il s'est passé ça, punch. Ça, c'est ton punch. Fait que, mettons, il y a une invasion de chinchilla. Exact. Ça, c'est ton setup, ta prémisse. Puis après ça, fait que là, j'ai dit ça, punch. Fait que l'angle, c'est l'opinion que tu as ou la perspective que tu as sur le sujet. Le setup, la prémisse, c'est installer ta situation. Puis le punch, c'est releaser ton affaire. Puis tu sais, justement, en musique, il y a un nombre limité d'une certaine manière, d'accord? Tu sais, il y a 12 notes dans la gamme, on va dire, dans la musique de l'Ouest, dans le sens, dans la musique, des fois, plus en Orient, puis ça, des fois, il y a des... Le microtonal, les corps de ton, là, Mais rendu là, je veux dire, l'humain peut pas vraiment le percevoir, c'est plus souvent pour utiliser, il y a un aspect plus émotif, puis justement, le canon que je parlais tantôt, il y a des tunings pour faire ces corps de ton-là, des commas ou des corps de ton. Mais oui, fait que il y a une limite maintenant au type d'accord qu'on peut faire, mais comme artiste, moi je trouve en tout cas qu'il y a plein de nouvelles musiques qui se fait, c'est comme les mots, il y a une limite de mots qu'on a, en humour, il y a ça une limite de... Est-ce que le nombre de manières différentes de placer les angles, la situation et compagnie, qui sont ultimement, limitées, oui, il y a des outils de base comme dans n'importe quoi, puis tu peux, comme là, toi, tu me donnes 12 notes, en humour, il y a 13 procédés humoristiques. Ça veut dire que n'importe quel joke que t'entends cadre dans une de ces catégories-là. Fait qu'on est je suis capable de prendre n'importe quel joke, faire comme, ok, ça, c'est un rieur aveugle, mettons. C'est ce type de blague-là, puis un rieur aveugle, c'est quoi? C'est t'as caché une information au début de ta joke, ça peut être le qui, la personne, ça peut être quoi, l'élément, ou le où, ou l'endroit, mettons, là, puis ça peut être autre chose. Puis tu le révèles juste à la fin de ton truc, puis ça vient donner un sens à tout ce que tu as dit. C'est un exemple classique qui est bien poche, là. C'est pas une bonne joke, là. Mais un exemple pour comprendre ça, c'est genre... puis c'est une joke à chier qu'on est écœuré d'entendre quand on voit des nouveaux l'affaire, mais j'étais en train de faire l'amour l'autre jour, c'était vraiment malaisant. Puis là, le vendeur du Sears nous a dit genre, hey, sortez d'ici. Ok, je comprends. Genre. Fait que là, t'as juste caché que t'étais au Sears, puis tu l'as révélé à la fin, puis ça vient donner un autre sens au contexte que t'as installé. Puis là, c'est une surprise, puis là, t'as un rire. Ça, c'est un rieur aveugle. C'est la forme la plus
peu que je t'ai fait là, poche cheap. Mais ça, tu peux en faire de plein de façons différentes. Tu peux mixer des procédés ensemble, tu peux faire des... Tu sais, fait qu'à partir de là, tout est possible. Là, c'est intéressant, juste j'essaie de faire des parallèles avec la musique, mais c'est pas du rieur aveugle. Tu sais, mettons, exemple, des fois, il y a des pièces que... On pourrait prendre une mélodie tout seul, des fois, de musique, puis ça sonnerait super out, genre, tu sais, comme quand tu chantais, comme poup, n'importe quoi. Mais là, tu mettrais des accords à la fin là-dessus. D'un coup, ça serait harmonieux. T'sais. Exact. C'est le pouvoir de l'harmonie, c'est ça, des fois, c'est de prendre... C'est quoi le contexte? Exact, c'est vrai que c'est un peu le contexte. C'est vrai que... Ça, c'est intéressant quand même, parce que des fois, il y a un super channel de musique de film, genre, que j'aime ça écouter. Comment il s'appelle, donc, le gars? Il y a un nom de joueur de hockey, en plus. Genre, bref, je suis c'est un vieux monsieur qui compose la musique de film. Non, mais il y en a plein. J'en écoute plein de ces gars-là. Ouais, on va faire une tonne de pirates. Puis là, ils parlent. C'est ça, mais c'est pas. Il y a David Bruce qui est bien connu là-dessus. Il y a 8-Bit Music Theory aussi. Je suis un fan de musique de jeux vidéo puis de jeux vidéo aussi. Là, mais en tout cas, il y a cet autre gars-là qui est. C'est ça, qui parlait de comment, des fois, dans la musique de jeux vidéo, justement. En fait, c'est dans 8-Bit Music Theory. Excuse-moi, là, je suis mêlé dans mes références. Pas de trouble, il y a tellement de channels. Mais tu sais, c'est qu'à l'époque, tu sais, des cassettes, il y avait 5 pistes sonores possibles. C'était ça que la cassette permettait. Puis là-dessus, t'en avais une qui était pour les effets sonores, donc quand Mario pogne des signes, les percussions. Fait que quand tu joues, déjà à la Super Nintendo, il y en avait un petit peu plus, mais mettons que des fois quand tu joues à Mario Bros, quand tu pognes Yoshi, il y a des congas qui arrivent. Là, en tout cas. Fait que t'avais trois lignes mélodiques pour faire des accords. Ou des mélodies. Tu peux pas. Une ligne mélodique, c'est pas des accords. Fait que c'est, mettons, 3 personnes qui chantent. Là, fait que ces gens-là, il y avait ça pour faire de la musique. Puis ils ont composé des pièces exceptionnelles. Donc, ils pouvaient pas nécessairement faire des accords des fois parce que. Je veux dire, il y avait juste 3 notes. À moins qu'ils fassent un accord. Mais il fallait qu'ils fassent des lignes mélodiques qui impliquaient une harmonie forte. Il y avait une charge dedans. Là, exact. Que si tu écoutes juste la ligne mélodique, tu reconnais l'harmonie. Après ça, tu peux jouer avec ces composantes-là. Tu peux mettre d'autres accords en dessous qui vont amener d'autres choses, mais je trouvais ça intéressant. C'est très cool. Mais les contraintes en créativité sont souvent ton meilleur ami. Tout à fait. T'sais, si je te dis, t'as carte blanche, go, t'es comme sacrament, donne-moi quelque chose. Là. Ah oui. Force-moi à mets-moi dans un coin, dis-moi, t'as ces 3 accords-là, t'es comme, ok, merci. Là, je vais partir. Là. C'est que tu vas aller profond dans ces 3 accords-là. Tu vas sortir le plus que tu peux de ces 3 accords-là, tandis que si t'as tout au monde, par où commencer, comme tu dis. Exact. Non, je suis d'accord avec moi. Il n'y a pas de mal à la contrainte. Hein. Je pense que c'est un outil créatif incroyable, les contraintes, je pense. Tout à fait. Puis surtout comme, je sais pas en humour s'il peut y avoir des blessures, là, à moins que tu fasses une tendinite de la langue. Là, mais en musique, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça, d'avoir des tendinites, des épicondylites, il y en a plein. Puis moi, j'ai pas été épargné par ça. Puis même encore aujourd'hui, en fait, je pense, quand j'étais au cégep à l'université, je devais pratiquer 8-10 heures par jour. Là. Vraiment, je faisais que ça. Avec une Warwick qui pèse 22 livres. Peut-être, mais t'es rendu, quand tu fais comme tellement d'heures comme ça par jour, t'es juste un peu genre, comme juste le fait que t'es un petit peu croche d'une certaine manière, tu fais beaucoup d'ordinateur, t'es le même. Fait que ta posture est pas parfaite, Exact, moi ça a fait un peu que ça dévie un peu ma colonne en arrière, puis ça a fait en sorte que ça a amené des tensions dans mes bras, Puis encore aujourd'hui, je veux dire, puis ça a fait en sorte que j'ai passé de 8 à 2 heures par jour de pratique. À cause de ça. Fait que ça fait en sorte que maintenant, en fait sûrement que les 2 heures que je fais sont même encore plus bénéfiques que mes 8 heures. Mais je suis heureux de les avoir fait mes 8 heures parce que ça a construit tout mon vocabulaire de base, ma technique et compagnie, mais tout ça a fait en sorte justement que des fois j'étais limité quand je jouais. Quand j'ai des blessures, des fois j'arrive pas à jouer aussi vite que je voudrais. Ça peut être frustrant. Puis c'est dur sur l'ego parce que puis la confiance parce que tu bases toute ta vie sur une seule chose. Puis ta confiance sur la musique. Moi quand je suis au secondaire, je me souviens, secondaire 1, je commençais à jouer. Puis très vite, je me suis commencé à me foutre un peu plus de qu'est-ce que les gens pensaient. Je parle au point de vue de ma personnalité, puis de qui je suis, de vouloir m'exprimer. Parce que j'étais comme j'ai la musique. De toute manière, je me retrouve là-dedans, puis moi, ça me donne confiance. Puis après ça, là, j'ai tous mes patterns. Moi, une chose qui me fait peur, c'est l'opinion des gens. J'espère que les gens... Surtout que par rapport au fait que j'espère que les gens vont m'avoir apprécié comme personne. C'est quelque chose qui me fait peur dans la vie. Puis c'est quelque chose que je travaille. Mais bref. Mais tout ça pour dire que, fait que c'était tough pour la confiance, ça, d'avoir ces blessures-là. Puis après ça, il a juste fallu que j'apprenne, surtout dans le jazz, c'est ça qui est le fun, parce que tu peux jouer un peu la manière que tu veux. Il n'y a pas rien d'écrit tout le temps. Fait que tu peux t'exprimer. Fait que des fois, de dire, si je suis capable
si je suis pas capable de jouer aussi vite, ben je vais faire quelque chose de différent. Mhm. Ben, c'est tough faire ça. Ouais. Puis tu sais, comme justement, comme je dis, je suis chanceux de faire du jazz parce que ça me permet de faire ça. Mais les musiciens classiques qui vivent ça, eux, il faut qu'ils affaissent la ligne qui va super vite. Grosse pression. Mais ça, c'est les musiciens. Tu touches à de quoi que j'adore. Les musiciens classiques, on dirait que c'est des bébites complètement différentes. Genre, puis je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, là, mais on dirait qu'eux autres, là, mets-y des feuilles d'en face, il va te jouer n'importe quoi. Mais dis-y, pars. Puis il est comme, je sais pas comment faire ça. Moi, j'en ai rencontré plein là, qui étaient habitués de faire de la lecture à vue puis de juste d'être dans des ensembles. Puis ils sont comme, c'est des horloges, là, ils sont parfaits, mais ils jamment pas. Je peux pas jammer, je sais pas, j'ai jamais jammé. Moi, ça devient comme quasiment des techniciens, des fois, qui servent un ensemble plus grand. Fait qu'ils ils s'effacent, mais ils sont au service d'un truc comme plus gros, puis ils sont une partie d'un orchestre, mettons, on dirait. Là. Puis ça devient des techniciens de moi, il faut que je rentre mon affaire parfaitement pour servir le tout. On dirait qu'ils ont pas, des fois, en tout cas, certains que j'ai rencontrés, ils m'expliquaient qu'il n'y avait pas l'espèce de nerf de je pars, puis je crée, puis je sais pas où ça s'en va, puis il était plus dans l'aspect technique, performance, livrée, précision. On dirait que c'est comme plus des athlètes. Je sais pas si... Oui, non, je comprends, mais j'ai l'impression que ça vient de la confiance, d'un, souvent. OK. J'ai l'impression, tu sais, comme, imagine, je connais des gens, tu sais, qui ça fait des années qui perfectionnent quelque chose, tu sais, puis qui sont tellement bons. Ça doit faire peur. Ça fait peur, je pense, des fois, de se dire, tu te lances dans le vide, puis tout d'un coup, ça sonnera plus aussi bien que tu voudrais, tu sais. Quelque chose de très dur là-dessus, tu sais. Puis ces gens-là seraient extrêmement capables, tu sais, des fois. Mais ça fait pas partie, des fois, du cursus scolaire qu'il y a. Et puis moi, c'est quelque chose que je trouve triste, tu sais, parce que dans la musique classique, souvent, en effet, on voit ça de même, mais l'improvisation fait vraiment partie de l'histoire de la musique classique, tu sais. OK. Chopin, à ce qui paraît, il a improvisé la plupart de ses nocturnes, tu sais. Bach, la toccate et fugue en ré mineur, là, c'est une improvisation, tu sais. Okay. D'ailleurs, je pense pour les organismes, ça fait encore partie de leur cursus scolaire d'apprendre à improviser, tu sais. Mais de moins en moins j'ai l'impression, tu sais, puis j'en parlais avec des musiciens classiques, puis j'ai eu la chance dernièrement d'avoir fait plein de rencontres puis de faire des projets avec des musiciens classiques, puis je suis vraiment chanceux parce que des fois nos deux mondes se rencontrent pas souvent, puis c'est une tristesse ça, puis je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de clichés qui se perpétuent, puis on se parle pas, tu sais. C'est quoi les clichés? Mettons, les musiciens classiques sont stiff. Les musiciens classiques, pour la part des gens du jazz, mais les musiciens classiques sont stiff. Justement, ils improvisent pas. C'est des gens très fermés, très hautains. On voit ça de même, ce qui est vraiment pas vrai en passant. Mais les musiciens peut-être jazz, des fois, on les voit justement comme des gens plus foufous un peu, qui jouent fort, qui jouent, qui sont un peu mêlés. Des affaires comme ça. En fait, moi j'ai plus vu les clichés face aux musiciens classiques, puis c'est le fun de les rencontrer puis de leur en parler puis de se rendre compte que des fois c'est deux réalités différentes parce que c'est deux marchés musicaux dans des industries différentes qui peuvent se rencontrer des fois. Puis moi, c'est une des choses que je veux faire aussi, c'est de créer des ponts, mais bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que Colin, en jasant avec eux, aussi trouvait des fois que il devrait peut-être avoir plus de place à l'improvisation ou à la création parce que c'est un aspect de la musique super important. Puis il y a une chose en musique classique, souvent dans les concertos, mettons un concerto de violon, de flûte, peu importe, il y a ce qu'on appelle une cadence. Donc, c'est une cadence. Donc, c'est un moment à la fin d'un mouvement ou de la pièce que le soliste va être tout seul, comme lui qui fait le concerto, va être tout seul et va faire un gros solo. À l'époque, c'était un moment où, justement, la personne montrait sa virtuosité. Donc, montrait ses chops. C'était là, bang! Show off, mon chum. Ouais, puis c'était souvent improvisé. Et de plus en plus, c'est institutionnalisé et ça fait en sorte que les gens apprennent des cadences écrites par des gens et l'improvisent de moins en moins. Fait que moi je pense qu'il y aurait place à ça dans la musique classique, tout à fait, puis justement ça ouvrirait des barrières qu'il y a en ce moment. Mais on dirait que c'est comme dire, si je te dis improvise, ce que je te dis c'est toi t'es qui? Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que quand tu joues une partition, finalement la personne qu'on écoute, c'est les musiciens, mais c'est la musique, mais par exemple de Beethoven. Les musiciens deviennent juste comme un média entre la partition, la musique qui a été écrite et le public. C'est comme le CD qui va jouer ce qui a été écrit. En tout cas, je le vois de même des fois. Mais ouais, puis tu parlais d'être sportif, puis je pense de plus en plus ça l'est parce que
les perspectives de carrière d'un musicien classique, c'est les orchestres, ben, il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, les gens sont créatifs, puis créent des choses qui leur permettent de créer des ensembles uniques, puis qu'on va voir, mais souvent, c'est les orchestres, puis rentrer dans un orchestre quand t'es musicien classique, ça a l'air atroce, Ouais. C'est des auditions souvent devant un rideau, ça dépend des places dans le monde, mais au Québec, devant un rideau, plein de monde qui passe, ils t'envoient une coupe de pièces, mettons, quelques mois à l'avance, puis ils appellent ça des traits d'orchestre, donc, mettons, une page de tel concerto classique, puis des affaires comme ça, puis les gens passent derrière le rideau, puis c'est comme super impersonnel, tout ça, puis il y a des juges, puis c'est comme, tu fais ton petite affaire, puis non, désolé, on prendra pas, ou je veux dire, des affaires, c'est... Les gens stressent, là, puis deviennent névrosés des fois, ça a pas l'air le fun. Ça là. devrait pas être ça, la musique, là. En effet, puis en même temps, tu te dis, est-ce que c'est la manière... C'est plate, mais est-ce que c'est la manière la plus neutre et la plus... tu sais, comme dans le sens que s'il y a un drap, les gens jouent, tu sais, il n'y a pas la question du sexisme, des couleurs de peau et compagnie, mais après ça, il y a plein d'autres enjeux face à ça, parce que souvent, les gens qui peuvent avoir accès à un instrument classique, ben, c'est des gens plus aisés et compagnie. Fait que, là, c'est un grand sujet, mais bref, ça a l'air d'être tellement... stressant, puis il y en a qui me disaient que aux États-Unis surtout, il y a des gens qui se spécialisent que dans les traits d'orchestre maintenant. Ils ne pratiquent durant leurs études que des traits d'orchestre, donc des courts passages. Ils jouent même pas de pièce. Tu leur dis joue donc la pièce, pas capable, t'es. Juste pour avoir une job. Exactement. Fait que tu te dis à quel point après ça c'est de la musique qu'ils font, ces gens-là, ils en font d'une certaine manière, c'est de la musique, c'est des notes qu'ils jouent, t'sais. Mais l'aspect émotion, puis créativité, c'est où, t'sais. Fait que ça devient des interprètes plus que des auteurs-interprètes. T'sais. Ouais, mais ça devient des robots d'une certaine manière, parce qu'ils vont interpréter d'une manière parfaite et identique soir après soir. Ouais. Moi, personnellement, il y a peut-être des gens qui cherchent ça, mais moi, je trouve ça intéressant de voir les gens jouer différent d'un soir après soir, de prendre des risques des fois. Puis même si c'est moins bon un soir, mais au moins il a essayé quelque chose. Puis en ce cas-là, c'est quoi être moins bon un soir? Ouais. C'est tellement grand. T'sais. Ouais, puis le public, il est là juste ce soir-là, il est pas là les 3 autres soirs d'avant. Lui, il a pas le point de référence que toi t'as de... Ben, en même temps, la musique classique, c'est des pièces, ça fait genre 300 ans qu'on joue. T'sais, les gens, ils connaissent quand ils vont voir. T'sais, je sais pas si genre dans 150 ans, on va encore jouer Beethoven autant, ou Mozart, t'sais, dans le sens, est-ce que pour la fin des temps, ça va être ça la musique classique, t'sais? Je sais pas, hein, parce que c'est vrai que c'est les mêmes tunes. Ouais. Puis, mais c'est la musique qui a perduré le plus longtemps. J'imagine, mais en fait, c'est un peu un fourre-tout, j'ai l'impression, la musique classique aussi, des fois. Ben, moi, je connais pas les époques, là. Moi, je sais que je dis classique, puis quelqu'un dit, ouais, ça c'est baroque, je fais, c'est classique. Ben, ça fait partie de la famille classique. Je le sais, mais tu sais, ça, moi, j'ai comme, j'ai pas les connaissances, fait que dans ma tête, c'est tout dans la même affaire, là, tu sais. En humour, y en a-tu des puristes? Ben oui. C'est quoi un puriste de l'humour, genre? Un puriste de l'humour, je pense que c'est juste d'avoir une super bonne culture de tout ce qui s'est fait. Ouais. Donc en anglais, puis parce que les meilleurs, c'est les Américains. Les stand-up, en stand-up. En stand-up, exactement. Ouais. Le stand-up traditionnel américain, ils ont commencé bien avant nous autres. Ils ont fait bien des affaires avant nous autres. Fait que les meilleurs sont là. C'est vraiment les meilleurs au monde. Mais nous autres, ben, on est en français. Fait que c'est pas tout le monde qui parle anglais puis qui s'est éduqué sur ce qui s'est fait avant. Fait que les puristes, c'est plus dans cet esprit-là de l'originalité. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que il y a un humoriste qui l'a déjà fait? T'sais? Fait que ça prend la culture de ça existait-tu avant. Ça prend cet intérêt-là. Fait que le purisme, il est plus à ce niveau-là, je te dirais. Là. Parce que j'ai tendance à être un puriste parce que j'ai un code d'honneur qui est très strict par rapport à... Ça, c'est un angle que je trouve qui ressemble trop à l'angle de cet humoriste-là que j'ai déjà vu. Fait que moi, je le ferai pas. Il y a du monde qui vont faire « Ah, moi, je vais le faire pareil, je m'en fous », puis ils le font. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant puriste, quand même progressiste, parce que tu veux évoluer. Pour moi, un puriste, c'est comme quelqu'un qui dit, mettons... c'est comme ça, puis c'est comme ça. Du jazz, à partir des années 60, c'est plus du jazz. C'est autre chose. Ou il y a plus de jazz aujourd'hui parce que ça fait pas de change. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme quelqu'un, j'imagine, qui dirait « Ah, c'est bon, mais c'est pas Yvon Deschamps. » Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Juste, tu sais, pour lui, l'humour, c'est typé à une seule... Il y en a, mais je pense que d'être un puriste dans n'importe quelle forme d'art, c'est se fermer à là où ça s'en va. T'évolues pas parce que t'es comme le monde s'en va par là. Fait quand même bien que tu serais tout seul à tirer sur ton bord de la couverte pour dire non, c'était meilleur avant. T'es comme ok, mais on n'est plus avant. Ouais. On est maintenant, puis on va être demain. Là. Fait ça s'en va où? On peut-tu jouer puis accepter que. Parce que la musique, moi, de la manière dont je la vois ces temps-ci, c'est que
plus le pop, mettons, là. Puis dans le pop, je rentre le rock plus classique, puis tout ça, là, tu sais. Donc, pas de jazz, pas des musiques qui sont plus compliquées, mettons. C'est rendu une game de... C'est plus les structures, c'est plus les accords, c'est l'esthétisme sonore. Ouais. C'est quoi les sons qu'on utilise? C'est quoi les sons qui sont en mode en ce moment? C'est très vrai, ça. C'est quoi les vibes? Fait que c'est rendu là, la créativité, plus que dans... Bon, tout le temps, même 4 progressions, pis t'es comme, oui... Mais maintenant, ils ont fait le tour. Fait que oui, ils vont répéter des progressions que tu connais. Qui en parlait, tu sais, qui voyait la musique sous 4... mettons, une composition musicale sur 4 aspects différents. Fait que l'harmonie, les accords, la mélodie, ben, qu'est-ce que le chanteur chante, ou l'instrument, tu sais, le rythme, et le ton, tu sais, le son, comme tu parles, tu sais. Puis en ce moment, la musique est vraiment dans le ton, tu sais. C'est sûr, comme musicien, moi, personnellement, j'aime encore plus j'aime le ton, mais j'aime encore plus les autres aspects. T'sais. Ouais, je penche plus dans ta direction moi aussi. Puis c'est vrai que des fois, là, je veux pas faire ce but avant, mais c'est vrai que je trouve que on délaisse un peu cet aspect-là. Puis il y aurait une manière d'impliquer encore plus ces choses-là dans la musique, selon moi. Ouais. Puis même dans la musique de film, quand t'écoutes maintenant, c'est moins des fois. Il y en a encore, là, mais c'est moins des grosses mélodies à la John Williams. C'est des gros sons, puis c'est cool. C'est des accents. Exact. Plus que des. C'est du soundscape, là, du sound design, je veux dire. Mais oui. Puis. Mais non, c'est ça, fait que puis là, ça, c'est pas du purisme que la musique à 100%, mais là, c'est un goût personnel, mais ouais, non, vraiment. Je trouve que c'est ça, fait que je trouve qu'il faut s'ouvrir à là où ça s'en va, parce que je veux dire, c'est un mouvement de masse, fait que ça y va, là. Tout le monde s'en va là-dedans, sans se parler, tout le monde est comme, ben, on est pas mal dans ce ballpark-là en ce moment, fait que si t'es fermé à ça, puis tu vas juste, être dépassé, puis c'est pas grave, tu sais. Fait que c'est de s'adapter, adapte-toi ou meurs. Moi je crois beaucoup à ce principe-là de. Ben tu sais, il y a tout le temps la question de. Je pense aussi de toi, qu'est-ce que tu veux, puis si tu te retrouves pas là-dedans, ben essaie de l'amener aussi. Il faut être conscient, je pense, de ces éléments-là, mais de pas être fâché après ça, de pas être fâché que ça s'en aille dans cette direction-là. C'est juste, ben c'est ça la réalité. Fait c'est quoi la vérité en ce moment? La réalité est là, c'est ça les paramètres. Moi, j'ai le goût de faire ça, qui est peut-être moins à la mode que ça l'a déjà été, mais c'est ça qui me parle. Fait que je vais faire ça. Est-ce que je suis capable de faire ça tout en tendant la main à où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ben oui. Puis là, ben tu trouves ton juste milieu, puis tu dis, c'est intéressant, j'haïs pas ça. T'sais. Fait que tu te mens pas, tu te rejettes pas toi-même, mais t'es actuel. Puis il faut dire aussi, des fois, ça vient aussi de comment la musique est accessible, puis comment les instruments, comment, j'essaie de chercher mes mots, là, mais comment la création musicale est accessible. Aujourd'hui, on peut avoir un ordinateur chez nous, on peut avoir GarageBand, Logic et compagnie, à bout de nos mains, puis il y a sûrement des ados qui trippent à prendre ça, puis les premières choses que t'as facilement, c'est des sons, Ouais. Puis t'as pas le sens de la théorie musicale, mais t'as des samples. Tu fais 2 notes, puis il y a quelque chose, puis les gens vont peut-être créer de la musique avec ça, puis c'est ça qui est accessible. Les séquenceurs, c'est l'outil le plus facile pour faire de la musique. Moi, quand j'étais jeune, je sais pas si t'as connu Fruity Loop. Non, mais il y a beaucoup de trucs hip-hop qui ont été faits avec ça, je pense. C'est un séquenceur, là. Je veux dire, t'as toutes tes notes, tous tes temps sont là. Tu remplis les temps avec des sons, puis avec un bass drum là. On en met un au début de chaque mesure. On a ça sur le 2 puis sur le 4. Puis là, à un moment donné, tu le fais jouer, puis là, tu fais OK, j'ai construit ça comme un gâteau. Puis là, ça donne un beat. Ben, ça, c'est juste cliquer, là. Moi, je connaissais pas un accord, mais j'étais capable de. Exact, et puis Pouta, t'es comme OK, c'est beau, ça marche, je comprends. Non, tout à fait, puis c'est ça qui est comme vraiment accessible, puis rendu là, c'est de se poser la question, est-ce qu'on veut rendre accessible peut-être plus les instruments aux jeunes? Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que je pense qu'il y a de quoi dans l'apprentissage d'un instrument qui est bon pour tellement d'aspects de la vie, même si tu ferais pas ça après dans comme une carrière. Mais la discipline. L'effet de l'adversité, l'effet aussi de s'exprimer d'une autre manière qu'avec des mots. Je veux dire, puis moi, selon moi, c'est aussi important. On parle souvent du sport pour le bien-être, mais je pense pour le bien-être émotionnel puis mental, l'art en général, ça a ce même aspect-là. Naturellement, moi, je suis vendu à la musique parce que je suis musicien, puis je pense que ça a quelque chose d'extrêmement universel, la musique, pour moi, je veux dire, je dis pas, là je prêche ma paroisse, mais je pense que c'est un des arts les plus universels. Tu peux mettre le doigt sur quelque chose que t'es pas capable de nommer. Exact, c'est intangible, la musique. Il y a des feuilles, mais tu l'entends.
Ouais. C'est là, tu le sens pas. Mais ça, c'est ça que je trouve merveilleux. Moi, je peux ne pas filer, là, puis faire comme qu'est-ce que j'ai. J'essaie d'écrire, je fais c'est pas ça. Ouais. Puis je pogne, je commence à jammer ou juste comme gosser une coupe d'accords. Puis là, je tombe dessus. Ouais. Fait que là, je vais te dire, ben, comment je me sens. Je peux pas te le décrire, mais je te fais écouter ça. C'est comme ça que je me sens. Oui, puis, tu sais, c'est un outil de communication aussi, la musique, tu sais. Il y a tellement d'aspects, tu sais. Il y a plein d'autres arts qui sont fabuleux. J'adore la BD, j'adore la poésie, j'adore la danse, peu importe, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans nos sociétés, en tout cas, la musique a vraiment une place à part, encore plus grande qui touche pratiquement tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que, puis toi, j'avais le goût de te parler de ça. T'as joué avec... T'as accompagné plein de monde aussi. Ouais. Là, parce que là, on parle beaucoup de ta carrière solo, puis des trucs que tu fais des arrangements aussi. Là. Oui. Ça, c'est quoi? C'est des gigs pour des films ou plus pour... Mes arrangements, ça a été surtout pour des chorales amatrices de Québec. OK. J'avais des amis que j'ai étudié avec, ou des gens qui ont été en contact avec des gens avec qui j'ai étudié, qui sont devenus directrices ou directeurs de chorale, qui m'ont dit « Hey, tu pourrais-tu me faire ça? » Fait que c'est d'écrire des... Puis ça, c'est un défi. Quand t'écris pour des gens professionnels, pratiquement n'importe quoi, tu vas leur écrire, ils vont retrouver un moyen de le jouer. Mais écrire pour, mettons, des big bands d'école secondaire ou des chorales amatrices, faut être au courant de c'est quoi les limites. T'sais. Moi, je l'ai appris sur le tas. J'ai pas de. J'ai suivi des cours d'arrangement, tout ça à l'université, mais j'ai pas fait un programme spécifique là-dedans. Puis c'est ça. Puis fait que moi, j'ai trippé, puis je me suis fait les dents pour devenir compositeur après ça. Puis j'ai fait aussi de l'arrangement pour des orchestres symphoniques. J'ai eu la chance de faire ça parce que j'enseigne depuis maintenant 7 ans. Au moins une semaine par été dans un camp de musique au Kamouraska qui s'appelle le Camp musical Saint-Alexandre. Puis d'ailleurs, cette année, on crée pour la première fois un camp axé que sur le jazz. Nice! Puis qu'on va enseigner, ça va être super cool pendant une semaine. C'est ouvert à tous, je dis ça de même. Très cool! Mais oui, puis là, il y avait souvent des rencontres avec des orchestres symphoniques de partout dans le monde. Puis à cause de mes connexions là-bas, ils m'ont dit ça te tenterait-tu d'arranger pour ça? Puis j'ai dit ben oui. Puis tu sais, là, j'en ai appris justement là, sur le hautbois, le basson, plein de choses. Mais oui, fait que j'ai fait de l'arrangement pour ça. J'ai fait quelques fois de la musique pour des films, mais des films qui ont très underground d'amis qui ont étudié en cinéma. Ouais. Puis c'était super trippant. J'ai pas fait de pub ben. C'est un monde, ce monde-là aussi. Ouais. Quand tu te dédies à ça, j'ai pas l'équipement non plus. Faut que tu aies les logiciels, les plugins de son, d'affaires comme ça. Toutes les banques, toutes les patentes. Exact, c'est un investissement. Puis j'ai pas un si bon ordinateur non plus. Là, en ce moment, il rote un peu quand je travaille sur des tunes. Mais ouais, non, oui. Puis comme musicien aussi, j'ai eu la chance de jouer dans des bands de cover. J'ai commencé à 16 ans à jouer dans des bars. Là, puis avec des gens à jouer du blues, à jouer des tunes pour faire danser le monde. Là, fait que, tu jouais où? Tu jouais à Québec? À Québec, beaucoup. L'affaire, c'est ça qui est cool. À Québec, il y en a beaucoup encore des bars qui ont des bandes de cover. OK. C'est quelque chose qu'il n'y a pas à Montréal, ça. C'est vrai? Il y en a pas vraiment. À Québec, moi, j'ai vécu la renaissance de ça vers 2013-2014. Il y avait pratiquement, je sais pas, une dizaine de bars. Là, je veux dire que... Il y avait la tradition de Carmen Carmelian au DAG. Exact. C'est ça. Je pense qu'il y a eu au début des années 2000, il y en avait beaucoup. Après ça, il y a eu un creux en 2008 avec la crise économique. Puis là, ça a remonté après. Puis moi, j'ai eu la chance d'être dans un band qu'on faisait du 120 gigs par année de ça, des gigs de mariage, tout ça. Puis je me suis fait les dents. J'allais à l'école en même temps. Puis j'étais craqué. Peut-être pour ça que je me suis blessé aussi, mais fait que c'est ça, fait que non, j'ai fait plein de choses, j'ai accompagné aussi des gens, je veux dire des j'ai vu Bruno Pelletier, c'est quoi ça? Ah, des fois on met des biographies, on met des noms, mais j'ai déjà joué une fois avec Bruno Pelletier quand j'avais genre 18 ans, genre dans un contexte, puis ça m'a touché. Ma mère écoutait tellement Bruno Pelletier quand j'étais jeune, puis elle avait fait des tunes de Notre-Dame de Paris avec Daniel Lavoie, puis j'étais là, puis j'accompagnais ce gig-là. Genre, j'étais comme. Ah, c'est cool. C'était cool, je veux dire, puis je veux dire, des fois tu mets ça dans une bio pour que ça paraisse bien. Ben ouais, comme, c'est correct. Faut comme plugger nos affaires, fait que. Mais oui, non, tout à fait. Mais c'est très cool. Puis dans le fond, tout ce que tu fais justement pour réussir à gagner ta vie dans cet univers-là, c'est quoi? C'est tes albums, accompagner, faire les arrangements, enseigner? Ou c'est juste un peu d'enseignement. Si les gens camp. me contactent, je vais faire surtout l'enseignement privé. J'ai pas j'ai enseigné. Ça finit cette année parce que ça c'est triste, man. Il y a tellement de programmes de musique qui ferment dans les écoles secondaires. Là. C'est un crime pour l'humanité, ça, man. C'est un crime, parce que c'est juste des fois, c'est comme tellement bureaucratique qu'il y a moins d'élèves pendant une couple d'années, puis là, on le ferme, comme. Tu sais, Brébeuf à Québec,
Ah oui, ça existe encore, par exemple. Ça. Ouais, mon cousin a étudié là et a été devenu prof aussi. De musique? Non, Patrice Marcoux. Ok, je connais pas. Il gérait, il avait accès au studio pis tout ça avec les gars de, je sais pas si t'as connu les gars de Casabon. Oui! C'est tous des amis, oui. là, tu sais. Ils jouaient-tu dans Casabon? Hein? Ils jouaient-tu dans Casabon? Ils jouaient pas, c'était leur gérant, leur tech de son, il joue de la guitare, là, Patrice, là, mais il fait plein d'affaires. Là, il y a un studio à cette heure à Québec, mais il était avec eux autres. Là, ils les aidaient à faire les albums. C'est hot, pareil, ça. C'était comme le 5e membre du groupe avec Édouard Garneau, qui est un bassiste aussi, qui étudie à Brébeuf. Mais Brébeuf, j'ai toujours trouvé que c'était un bel environnement. Oui, c'est un beau programme de musique, tout à fait. Puis il y a de ces profs d'école secondaire qui nous marquent dans la vie, puis les gens qui enseignent là-bas, ils ont ce potentiel, ils ont tout ça, puis... T'es revois encore, là. Oui. Moi, j'ai fait des parties avec lui pis sa gang, puis tous les profs qu'il avait déjà eu dans le temps étaient là au party, puis ils ont juste 15 ans de André, plus. André, là, ben oui, c'est ça. Exactement. Mais mais oui, tout à fait. Puis, mais bref, en tout cas, il y a des programmes qui ferment, puis je trouve c'est... Je veux dire, comme je disais tantôt, je crois beaucoup au fait de tout cet apprentissage-là, de musique, tout ça, c'est aussi important que... Le sport, c'est un apprentissage de bien-être émotionnel, pour moi en tout cas, mais c'est que ça prend une place, c'est ça. C'est quand tu découvres ça, puis t'es peut-être même un enfant plus introverti, whatever, pouvoir nager tout seul dans tes affaires, dans ton sol, puis juste faire du son. Pis ça sauve des vies, même des fois. Il y a des gens, je pense que ça leur a vraiment sauvé la vie, littéralement. Puis, c'est surtout pour la culture au Québec. C'est tellement important ces aspects-là. Puis surtout des fois, là, à Montréal, c'est pas ça, il y a beaucoup de culture. À Québec aussi, mais tu vas dans des lieux, genre en région, qu'il y a un programme qui ferme. Hey man! Puis il y a beaucoup moins de gens qui vont peut-être être sensibles à cet aspect-là de la musique. Ça veut pas dire, mais c'est juste que je parle de la région, là, pour que les gens sont moins sensibles à la culture, mais c'est juste des fois, il y en a moins d'accessibles. Des fois, il y a un programme à 3 heures aux alentours, il y a moins de salles de spectacle, il y a moins peut-être d'accessibilité à la culture, puis il y a des gens qui travaillent fort là-dessus pour que ça change, mais c'est tough, man. À un moment donné, le cégep à Rimouski en jazz, il a failli fermer, Hey man, ça aurait été tough. Il y a un beau festival de jazz là-bas, tout ça, puis ces jeunes-là, surtout au cégep, c'est ces jeunes-là qui vont aller dans les bars faire de la musique, des jams, puis faire vivre un peu cet aspect-là, je veux dire. Puis, en tout cas, je trouve ça plate, puis c'est surtout que, à mon avis, je trouve des fois on s'américanise beaucoup, là, je veux dire. Je sais pas, en humour, ça doit être un peu la même chose aussi. Absolument. Le stand-up, j'ai l'impression. Non, mais t'as raison, cette influence-là est sentie parce que, je veux dire, le marché anglophone, on le regarde aller, les façons de faire, les podcasts qu'on fait là, ils font ça depuis genre 15 ans là-bas, là. On a commencé à faire ça il y a genre 5, 6, 7 ans. Puis la pandémie a comme boosté ça. La pandémie a boosté ça, évidemment, aussi, mais je veux dire, on est arrivé après eux autres, mais c'est eux autres qui ont starté le bal sur plein d'affaires. Puis, c'est pas négatif de s'inspirer, mais des fois, surtout même la musique, je veux dire, si on fait juste écouter la manière de la musique américaine, ou principalement, je veux dire, c'est important, je pense. Moi, ce que je crois beaucoup, que chaque pays dans le monde devrait avoir un peu d'une identité différente, puis c'est ça que la richesse qui amène, je veux dire, puis si on veut développer notre propre identité, peu importe soit-elle, ben faut commencer quelque part. Faut que ça vienne d'ici. Ben oui, puis des fois la graine qui va germer va commencer au secondaire, beaucoup, fait que. Puis... Tu parlais de festival de jazz. Je me demandais, ça doit être fou de te faire demander de faire le festival de jazz. Ah, mais c'est un honneur à chaque coup, C'est ça. Moi, je trippais là-dessus quand j'étais jeune. Ben, c'est ça, moi aussi, j'écoutais ces affaires-là, puis là, je te regarde, comme je te dis, quand je t'ai découvert avec Grand Prix, qui a la vibe de jeux vidéo, là. Oui, c'est Mario Kart, man. 100%, là. C'est l'inspiration première de ben de mes choses, c'est Mario Kart, man. C'est écœurant, j'adore ça, tu sais. Puis là, il y a une projection en arrière, je pense, de jeux vidéo, là. Tu sais, c'est assumé, là. Ouais. Mais le jazz en tant que tel, tu fais comme, c'est fou raide, là. Ça doit être cool, toi, t'es chez vous, puis t'es comme, moi, je trippe sur le jazz, puis ça doit être le... Ouais, ben, on s'entend, c'est un des plus gros festivals au monde, je veux dire, le festival de jazz de Montréal, puis on prend en jaser, c'est vrai que des fois, il est plus aussi jazz peut-être qu'il l'a été, puis c'est une grande, ça, c'est une discussion en soi, mais... en effet, ça reste quand même une institution vraiment reconnue, je veux dire, puis c'est toujours un plaisir d'aller jouer là-bas. Puis là, cette année-là, en plus, ça tombait l'année que j'ai tombé Révélation Radio-Can, il y avait plein d'affaires, fait sûrement que j'ai pogné ce gig-là à cause de ça, fait que il y avait plein de choses qui se passaient, puis c'est drôle parce que moi, ma pandémie, elle a été sûrement bien différente d'amis musiciens qui l'ont eu vraiment dur, puis je me compte super privilégié, moi j'ai eu la chance d'être nommé Révélation Radio-Canada, puis il y avait tellement pas de lumière sur rien que cette petite lumière-là s'est comme amplifiée à
à cause de ça, tu sais. Mais puis c'est ça, puis tu sais, l'arrivée du jazz a juste fait en sorte que c'était comme yes, genre c'était vraiment cool, tu sais, puis d'essayer, comme je disais tantôt, de ramener un peu le jazz fusion, tu sais, puis moi c'est un style que j'adore à cause des rencontres, un peu comme le rock progressif, tu sais, puis comme je te disais avant, moi aussi j'ai un podcast sur le rock progressif qui s'appelle Les Deux Gars du Prog, puis là, je me fais mon placement. Ouais, non, fais-les, man, parce qu'on est des fans de prog, puis Exactement, ben, tu sais, je veux dire, puis il n'y a pas grand podcast sur le rock progressif, surtout au Québec, puis tu sais, il y a une histoire avec le rock progressif, puis le Québec, qui est le même, tu sais, Genesis a été connu en Amérique, au Québec en premier, puis sûrement que ça aurait pas été nous, ça aurait été plus long avant qu'on les connaisse. Ouais. Il y a un super bon livre d'ailleurs qui s'appelle Cosmos avec un K, ce qui parle d'une compagnie de production des années 70 qui s'appelait Cosmos, puis c'était des jeunes hippies, man, qui avaient dans un genre de commune, puis ils ont amené Pink Floyd à Québec. Ils sont partis de rien, genre d'un show au Cégep Limoilou. T'es comme, si notre rêve c'est d'amener Pink Floyd à Québec, man. Mon père était là en 71 à ce show-là. Mon père aussi était là, il arrête Sérieux? pas de m'en parler. Moi aussi? C'était avec son prof de musique qui s'appelait René Dupéré, je pense. Je connais ça, ce nom-là. Ouais, il a joué pour Céline après, je pense. Puis, okay, ouais, mais c'était le prof de musique là-bas. Wow, man. Mon père était à ce show-là de Pink Floyd, puis il me le rappelle constamment. Moi aussi, genre c'était 5$, man. Ouais, exactement. 5$. Il a retrouvé le poster, il me l'a envoyé. Comment il t'explique, quand il te parle de show-là, comment il t'en parle, genre? Ben, il me dit juste comme, hey, j'étais là, je les ai vus à cette date-là, avec tel gars qui était notre prof de musique qui finalement est devenu compositeur. Il parle-tu un peu du show, genre, de comment c'était? Non, c'était bon. La plupart des gens qui me parlent de show-là me parlent d'une chose, c'est que Pink Floyd traînait leur système de son à eux, qui était quadraphonique, là, qui se promenait, tout le monde me parle de cette affaire-là, ou de la couleur, ou telle affaire. Pis... je sais pas s'il a remarqué le système de son, ouais. Mais il y a un bootleg de ce show-là, man. Ah ouais? Sur Spotify et sur YouTube, man. Shit! Si tu veux aller l'écouter, il est là. Ok. Je vais dire ça à mon père, il va capoter. Il va pleurer, genre. C'est clair, écoute, tu m'as tellement plugué ça souvent, là, que c'était comme, ok, ben cool, t'étais là à ce show-là que je suis né, genre 15 ans après. Ouais. Ben, ça a comme marqué bien les esprits, mais bref, c'est juste, je m'en sais plus où je m'en allais avec ça, mais bref, pour le rock prog, ouais. Le prog, puis le fusion, ce que j'aime de ça, c'est que souvent c'est un style un peu fourre-tout, qu'on mélange les choses, puis moi je trouve que c'est mon idéal musical, c'est cette rencontre-là entre les différents, je parlais de pont tantôt, entre les différents univers qui se rencontrent. Fait, tu me dis ça, je flash sur un band, je sais pas si tu le connais, mais moi il me fait triper, ça s'appelle Thank You Scientist. J'ai déjà entendu parler de ce band-là, mais je vais t'en faire écouter tantôt, avec plaisir. C'est pas mal ça, là. C'est genre, mélange plein d'affaires, pis t'es comme, nice. Pis c'est clairement des gars qui ont étudié en jazz, puis ont fait du big band, mais là, ils font du rock, ils font du prog, et ils font tout, là. Il y a des brass, il y a un gars de violon, t'es comme... Mais tout marche, là. Ouais. C'est super trippant comme band. Ah, et pis non, c'est ça, puis autant que justement, il y a des puristes dans le prog aussi, comme dans n'importe quel style, mais... Puis il y a ces clichés de prog, mais je pense qu'elle a encore le potentiel d'être un lieu de rencontre de tellement de styles, puis de juste faire tomber des barrières. Je trouve ça trippant parce que je m'attendais à parler juste de jazz, puis tantôt, avant qu'on commence, on parlait de Animal as Leaders, on parlait de plein d'affaires que j'écoute, que je trippe, que c'est pas tant de monde connaisse ça. Ouais, c'est plus niché des fois. C'est le fun de jaser avec quelqu'un, faire toi Planet X, ça te dit quelque chose? Puis là, t'es comme, ouais, Virgil Donati, man. L'album In This Life, man, c'était dans mon top 5 de la dernière décennie, man. Mais tu sais, c'est comme, qui connaît ça à part, genre. T'as été trippé de musique. Ouais, c'est ça. Puis qui ont été amis. Moi, j'avais des amis qui étaient au bac en musique, puis des drummers, des trucs de même. Fait que c'est eux autres qui me faisaient découvrir ça, là. Moonraker. C'était-tu Moonraker? Moon Babies. Ah, l'album Moon Babies, il est. Ah, tout à fait. Mais c'est le deuxième, ça, je pense. Je pense que ouais. Liquid Tension Experiment. Ben, toute cette époque-là, je veux dire, de super band. Ah, mais man, fin 90, là, déjà, ou l'époque, genre des super bands, là, avec ça, où il y avait Vital Tectones, des trucs comme ça. Ouais, que tout le monde se mettait ensemble, de regarder. Tu sais, Tony Levin qui jouait à peu près tout ce qui existait, là. Ouais, exact. T'as-tu déjà joué du Chapman Stick? Jamais, man, jamais. Puis, il y a une couple de gars au Québec qui en jouent. Il y a un gars à Québec, c'est quoi son nom? Il joue dans un hommage, Mathieu. Désolé, Mathieu. Mathieu Gosselin. Ok. Qui joue super bien. Sinon, il y a un band, j'avais vu, qui s'appelait Charlie... Ah, je m'en souviens plus, mais le gars, il a comme tout un personnage. Justement, il y a vraiment un côté Primus, mais il fait du Chapman Stick avec la guitare, genre, en même temps. Là, c'est vraiment trippant, genre. Il y a des musiciens incroyables. Puis Québec, là, il y a des gars sur YouTube, tu sais, que moi, je connais pas... Mais que j'ai regardé, puis ils font genre juste des covers, ils font juste jouer, ils sont sur TikTok, ils blow, puis
techniquement, ils sont super bons. C'est super bon ce qu'il fait. Puis t'es comme, personne, tu sais, c'est juste... C'est parce qu'il y a aussi cette mode-là en musique, toi, tu dois l'observer, là, de... C'est plus de faire des albums, juste des... Tu sais, un guitariste d'Instagram, ça existe, là. Tu sais, des gens qui font pas d'albums, ils sont juste comme, moi, je suis guitariste sur Instagram, je fais des affaires, puis le monde... Tout de 30 secondes. Genre, boum. Exact. Ben, ça revient un peu à la discussion tantôt avec les gens qui font des fois que des traits d'orchestre, t'sais. Ouais. Ils apprennent des traits d'orchestre, le gars d'Instagram, puis il n'y a aucun jugement là-dedans. Non, c'est juste... il y a cet aspect-là de jouer. Moi, personnellement, parce que comme la manière dont je vois la musique, c'est peut-être moins ce que je cherche, parce que je suis comme plus genre, moi, il y a l'esprit de jouer avec des gens, puis il y a quelque chose, puis je vais utiliser le mot superficiel, mais je veux pas que ça soit négatif encore là, mais des fois c'est très superficiel dans le sens où il y a l'aspect très visuel, puis très... Il y a des codes, TikTok, Instagram, Facebook ont amené des codes propres à chacun d'eux. YouTube, même chose. Puis qui sont artistiquement intéressants. C'est un autre vocabulaire rendu là. C'est ça, c'est une autre forme, c'est une autre façon d'exprimer la patente. Puis... Exact. En humour, ça fait la même chose. Là. On décline des trucs. Ça, comme, les mimes, mettons. Là, exact. C'est une forme d'expression humoristique que j'adore. Que j'adore aussi, mais qui s'adapte au format du web. Puis je trouve ça super cool. Mais la musique le vit aussi. Puis des virtuoses que tu verras jamais monter sur scène parce qu'ils font pas ça. Genre. Ouais. Il y en a qui ont, après ça a donné des affaires comme Pliny, mettons. Ouais. Des gens qui ont commencé sur Internet, mais il y a des guitaristes comme Tom Quayle, mettons, genre, qui est un guitariste de jazz fusion, mais le gars il est sur YouTube, puis c'est un grand virtuose, mais pas sur YouTube, il a pas sorti d'album, il a pas rien. Tom Quayle, c'est-tu le gars qui... Il a l'air d'un intello, d'un gamer un peu, puis il joue de la guitare, là. Mais c'est pas Guthrie Govan. Non, ça je sais, mais Guthrie, moi aussi, je me bats les deux. Ah, man. Chris, il me fait rire. Je le trouve extraordinaire. Mais lui, c'est une bébite, man. Oui, mais je sais comme... Mais ses dents, Guthrie, ça va bien, là? Il se passe quelque chose avec tes dents, Guthrie, là, genre ça me fait tout le temps rire. Je suis pas capable de pas voir, là. C'est qu'il y a une dent pétée. Le sourire anglais, j'imagine. Mais c'est en anglais. C'est ça que je me dis. Je pense que c'est juste British. C'est comme c'est ça, là. désolé les Anglais, mais là, c'est juste... Les Anglais, vous avez pas des belles dents. Mais vous entendrez sûrement pas parler, vous comprendrez rien de qu'est-ce qu'on dit. Mais, exact, mais Guthrie, mais c'est ça. C'est un des plus grands virtuoses, selon moi. C'est ça, je le trouve merveilleux. T'as-tu écouté l'album de Steven Wilson, The River That You Refuse to Sing? Oui. Oh man, ouais. Tout le Drive Home, là. Le solo, là. Ben, Steven Wilson, c'en est un que j'ai découvert à travers Opeth, parce qu'il a réalisé Damnation, qui est un de leurs albums. Moi aussi, c'est mon préféré. Ben, j'ai aimé le dernier Khalid Avodun, parce que je sais jamais comment le dire. Le dernier, là? J'ai bien aimé, mais Damnation, c'est l'album, j'en reviens souvent. Damnation, puis Blackwater Parks, puis Ghost Reverie, c'est pas mal. C'est comme leur classique. C'est mes trois, c'est ça, là. Parce que moi, dans le fond, je tombe en amour avec ça, parce que j'écoutais le métal, puis j'étais comme, ok, ça bûche. Puis là, je suis tombé en amour avec, ok, il y a de la beauté là-dedans. Ouais. Je fais, ok, ça se peut, l'agressivité puis la beauté mélangent ensemble. Deux affaires que j'aimais, que je trouvais à deux places différentes. Puis les autres sont comme, ben, on peut faire ça ensemble. T'sais. Death with a Pearl dans le bail, là. Quelle belle pièce, là, non. Alors, c'est ça, ces gars-là sont comme. Fait que Steven Wilson, j'ai découvert là, puis ça, j'ai découvert Porcupine Tree, évidemment, puis Harmony Korine, là, qui est sur un album qui s'appelle. Je sais plus c'est quoi. C'est drôle parce que Porcupine Tree, malgré que je respecte tout ça, je suis moins fan du band. C'est moins quelque chose qui m'a moins touché. En fait, il y a beaucoup de bandes de prog moderne que je respecte puis que je veux dire, je reconnais tout ça, mais ça me touche juste moins. Mais il y a des albums, j'aime mieux les albums solo de Steven Wilson, puis c'est quelque chose que j'aime de lui, c'est quelqu'un qui a pas peur d'évoluer puis d'aller dans la direction que les gens vont faire non, on va pas là, mais il va pareil. Ses derniers albums, c'est super pop, genre. Moi j'adore ça. J'ai adoré l'album Tout de Bone, tu sais. Lui, c'est ça qu'il veut faire, c'est ça qu'il fait. Respect. Man. Mais ces gars-là, je les aime beaucoup. Là, Mike Patton fait la même chose. Ah, Mr. Bungle. Mr. Bungle, Fantomas, tous les projets de John Zorn aussi avec lui, là, c'est vraiment... Exact. Ben oui, man. Ça, c'est comme... T'es comme, man, go, vas-y, amuse-toi. C'est juste le fun de les voir explorer. Devin Townsend, je sais pas si c'est un gars que tu connais. Ouais. Il a pas de cheveux, puis... C'est un de mes artistes préférés dans la vie, puis lui, justement, il se promène là, all around. Là. Il sort un album folk, un album ambiant, un album metal, puis comme je m'en crisse. T'as-tu l'exemple d'un humoriste qui aurait cet aspect-là? Justement, de quelqu'un qui est... show après show, il fait quelque chose de complètement différent puis qui va te surprendre, qui va aller ailleurs, tu sais. Ce serait pas au Québec. C'est tellement dur au Québec juste installer une couleur que le monde ici, aussitôt qui ont du succès, ils ont peur de prendre des risques après ça parce qu'ils ont peur de tout perdre, tu sais. Aux États-Unis ou en Angleterre,
Mais mettons au Québec, dans les musiciens les plus aventureux, les humoristes que tu trouves les plus aventureux, genre. Quelqu'un dirait un humoriste genre qui prend des risques puis qui est aventureux selon toi. Au genre. Québec? Ouais. Wagner l'a fait beaucoup. Guillaume Wagner? Ouais, en fait, il était dans une direction, mais il a évolué très rapidement vers ça, là, tu sais. Fait qu'il a pris beaucoup de risques. Il a pris des risques à chaque fois, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est à son crédit, là. Moi, je l'ai toujours trouvé super bon de faire ça puis d'assumer ça. Moi, je me Mais il souviens de faisait sa conférence de presse, tu sais, qui se fait péter à la gueule par quelqu'un, là. Ouais, je me rappelle même plus de Ah, en ça. tout cas, c'est malade, mais ouais. Je me rappelle plus, mais tu sais, c'est juste qu'il a toujours été comme moi, je vais aller par là, puis il a fait des gros pas par en avant dans son affaire, sans se soucier de le public, va-tu me suivre, puis à la même vitesse que moi. Fait qu'il est allé plus vite que je pense que le public, tu sais, était capable de le suivre. Moi, je suis rendu à ce niveau-là où je suis rendu je suis radical à ce point-là, dans cette façon de faire de l'humour que je veux faire, tu sais, ce que moi je respecte sur le fond, mais que tu sais, quelqu'un qui est plus commercial ou qui se dit plus, ok, ben là, je veux que ça soit payant puis ça reste à long terme, aurait peut-être mis un break un peu puis il l'aurait fait sur 6 shows, pas sur 3 shows, cette espèce de transition là, tu sais. Fait que là-dessus, je trouve que c'en est un qui mérite beaucoup de respect à ce niveau-là. Sinon, les absurdes, tu sais, les gens qui font Yannick de Martineau. Yannick de Martineau est un bon chum, puis c'est un des gars qui il vient beaucoup de l'impro, il écrit super bien, fait qu'il a vraiment tous les outils. Puis lui, il prend des risques, il explore, il s'en crisse, il essaie des affaires, ça le fait rire, il le fait. Fait il va éclater la forme, il va être capable de faire du stand-up plus classique, mais il va être capable d'aller complètement champ gauche sur quelque chose. Ouais. Il va aller chercher son comique, pas juste dans le texte, mais il va dire j'ai peut-être de quoi, j'ai un téléphone là, puis si j'ai une idée qui me fait rire de faire telle affaire avec un téléphone, je vais l'essayer. Le comique repose même pas sur le texte, mais c'est super drôle. C'est un des gars qui explore le plus. Très cabaret aussi, très dans le physique, j'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. J'écoutais mes parents écoutaient beaucoup les émissions à Canal D. Il y avait plein genre de trucs d'humour. Il y a genre 30 ans. Le cabaret à Michel Barrette, là. Il y avait ça. Qui était comme un tenancier. Ah oui, là, t'as un vieux t'as un jeune Périzolo avec les cheveux longs puis la couette en arrière. Exact. Puis t'es comme, hey, man, t'as 19 ans. Il y avait Samedi de rire. Il y avait, comme à l'époque, il y avait plein d'affaires comme ça, des vieux shows. Puis à l'époque, les humoristes prenaient souvent les personnages aussi. Ouais, c'était une mode. Tu sais ça, puis moi j'aimais beaucoup ça. Puis c'est quelque chose, des fois, je veux pas être nostalgique du passé, mais que j'aimais genre. J'aimais ça quand il y avait cet aspect-là des personnages. Genre, mais les personnages reviennent beaucoup grâce au web. Oui, sur scène, tu sais, Bellefeuille, c'est le dernier gros personnage qui a vraiment levé. François Bellefeuille. Mais il l'a adouci, il l'a modulé, puis là, c'est devenu lui. Fait qu'on est moins dans le personnage plus gros. Mais le web amène beaucoup de personnages puis qui deviennent de plus en plus connus. Les Pic-Bois sont un très bon exemple de ça. Ils font des personnages tout le temps, mais il y a un côté cégepien assumé de genre, c'est un peu tout croche. Il y a Claude Cress, je sais pas si tu connais Claude Cress. J'ai vu genre, comme qui joue comme un humoriste des années 60-70. Il joue un humoriste de 92 ans qui a... J'adore ça, avec la coupe. Exact. Puis il a fait un documentaire au complet. Là. Je l'ai écouté, j'étais allé à la première, c'était un de mes amis, Max. Là, puis c'est super bon, c'est touchant, c'est beau. Il y a vraiment une forme d'expression artistique là-dedans qui est plus grande que juste faire rire. C'est beau, c'est touchant. Tu sens la démarche derrière. Puis tu sais, je parlais avec Max de ça, puis je disais, tu sais, je sais que c'est une grosse joke, là, ton faux documentaire sur le vieil humoriste qui parle de sa vie et de sa carrière. J'adore ça, moi. Il est super touchant, mais on va tous être ce gars-là un moment donné. Ouais. Je vais être si je me rends en 92, là. Mettons, je vais être un grand-père un moment donné qui va juste jaser que tout le monde, tu sais, si je deviens connu ou whatever, tout le monde va oublier anyways. Ouais, puis il va falloir que je fasse, hey, j'ai déjà fait ça, tu sais. Puis tu sais, on dit parler d'évoluer, mais tu sais, justement, à un moment donné, quand tu vieillis, tu sais, à quel point tu veux parler des sujets des jeunes, tu sais. Comme mettons, comme humoriste, c'est même chose en musique, t'as mané, exemple. En musique, peut-être c'est différent parce que tu veux, tu peux jouer de la. Il y a quelque chose, comme je disais, d'intangible, mais là, de parler de sujets avec des mots. Ouais. Tu sais, mettons que t'as 50 ans, tu parles de situations que des jeunes de 20 ans parlent, vivent en ce moment, tu peux genre, tout est possible, mais tu sais, en même temps, il y a comme cet aspect-là que tu vas peut-être plus parler aux gens de ta génération parce que tu vas parler d'expériences que tu vis, tu sais. Ouais, mais il y a une façon de le faire, de rester pertinent. Ouais. C'est dans la forme, puis dans... Laurent Paquin est le meilleur exemple de ça. Ouais. Laurent Paquin, là, il parle à tout le monde. Il est tout le temps bon, il est tout le temps drôle. Puis la raison pour laquelle il est encore pertinent puis encore bon, c'est que il va d'un bar, il regarde les jeunes, il regarde où est-ce que l'humour s'en va. Il est présent encore, là. Où est-ce que la scène elle est en ce moment, puis il se remet en question, puis il crée...
Puis il continue. Fait qu'il est encore bon puis pertinent. Puis il fait encore rire 18 à 70. T'sais. Fait que je pense que tu peux parler à tout le monde si la forme, ce que tu fais ou ce que tu écris, c'est super sincère puis ça vient d'une place super deep. Ouais. Parce que plus, tu sais, ultimement, là, tu sais, moi j'ai du monde qui me suit qui ont 16-17 ans, mais il y a du monde qui me suit qui ont 65. Là. Il y a de tout dans mon public. Puis je trouve ça beau parce que ça veut dire que je réussis à toucher des cordes qui sont universelles. Si tu parles de quelque chose d'une façon assez sincère, puis t'as creusé assez creux, ultimement, si je te parle du fait que j'ai peur de quelque chose, mais le sentiment de la peur, 16 ans, tu sais c'est quoi, 70, tu sais c'est quoi, c'est si je commence à remplir le texte avec des références, puis des trucs de culture populaire, c'est là que la personne qui est pas de mon âge, elle se sent si tu parles de, mettons, de TikTok, peut-être que la personne de 60 ans, il y en a peut-être qui vont le comprendre, mais la majorité, ils sont peut-être pas dans ces références-là. T'sais. Exact. Fait que c'est là que tu vas perdre du monde. Mais ultimement, si ce que tu as à dire, la vérité est assez pertinente, tu vas toucher tout le monde, parce que tout le monde peut se rattacher à quelque chose de vrai sur l'humain en général. C'est un choix, j'imagine aussi, à un moment donné. Il y a des gens qui disent, moi, je veux toucher ce public-là. Exact. Comme il y a des gens qui vont dire, moi, je vais faire de la musique, là, cet album-là est là, je sais que dans peut-être 10 ans, ça va être dépassé. Mais là, j'ai sorti ça, puis c'est actuel en ce moment. C'est ça que j'avais en moi en ce moment. Go. Mais mon but, c'est pas que ce soit encore accepté dans 10 ans, tu sais. Mais c'est vrai que... Puis tu sais, moi, je le vis beaucoup en musique, je me mets beaucoup en question des fois sur, c'est quoi mon identité? Est-ce que je veux... Qu'est-ce que je peux créer pour que ça soit unique? Souvent, les gens disent ma musique, puis c'est bien correct, puis j'accepte, mais il y a beaucoup d'influences des années 70-80, mais à un moment donné, est-ce que je veux aller ailleurs? Est-ce que... comment créer quelque chose qui n'existe pas? C'est pratiquement impossible, là, mais comme on va toujours venir de quelque part parce que on va s'inspirer des choses qui existent. Mais c'est tough de se dire ça, de vouloir comme inventer quelque chose de nouveau, d'universel, comme tu dis, ou de changer, d'évoluer. En tout cas, mais je pense que c'est ultimement de qu'est-ce que je trouve intéressant. C'est juste de se poser cette question-là. Tu sais, c'est de se dire, je suis pas unique comme être humain, là. Tout ce que je vis, il y a plein de monde qui l'ont vécu quelque part. Fait que moi, les intérêts que j'ai, il y a d'autres gens qui les ont, mais je le sais pas. Faut que j'aille à leur rencontre. Ben oui. Fait que je vais exposer quelque chose que moi je trouve intéressant, que j'avais le goût de faire, puis ça va parler à des gens. Est-ce que ça va être un succès populaire? Je le sais pas, peut-être pas. Mais il y a du monde qui vont faire, ça me parle, tu sais. Fait que moi, je me dis tout le temps, ben, sois sincère ce que toi tu veux faire, puis tant mieux si ça colle au plus grand nombre de personnes possible, parce que là, on tombe dans le marché puis dans gagner ta vie. Mais ultimement, d'un point de vue strictement artistique, t'es comme, ben, c'est ma proposition et elle vient de moi, insincère, puis moi, c'est ça que j'aimerais entendre, puis je l'entends pas nulle part. Ou je viens de là, puis j'ai le goût de remettre ça au goût du jour. Ben, peut-être que... C'est vrai qu'on a tous des expériences comme être humain qui sont communes, tu sais, je veux dire. Exact. Toutes justement, la peur, l'amour, on vit toutes les mêmes émotions, là. Faut boire, faut aller à la toilette, tu sais, je veux dire. On vit tout ça, tu sais, je veux dire. Exact. Sinon, il y a, en tout cas, un petit problème, mais tu sais, je veux dire, mais oui, non, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, j'imagine. C'est vrai que c'est une bonne question de se dire, est-ce qu'on est si unique que ça, est-ce qu'on notre manière de vivre ces affaires-là, c'est si unique que ça, ou non, on aime ça penser que oui, parce que je pense que ça nous réconforte. C'est notre ego, puis on est comme, non, je suis spécial, puis moi je suis différent. La vérité, c'est que non. C'est vrai. On n'est pas différent. C'est ça la beauté. Moi, ma quête, elle est dans trouver du monde comme moi. Ouais. Tout ce que je fais sur scène, c'est parler, puis faire comme, ok, je suis pas tout seul. Cool, merci. Ouais. Mais je le fais sur des affaires que je sais pas si je suis tout seul. Ouais. Des affaires qui me gênent le plus, des affaires dont j'ai honte. Je parle de ça. Puis là, il y a des jokes, évidemment. Comme que ta thérapeute est morte. Genre. Exact. Ma thérapeute est morte. Fait que là, je suis comme, on va parler de ça. Puis ça a amené plein d'affaires. Il y a du monde qui la connaissait, qui sont venus voir le show, qui ont fait, je l'ai reconnu de la façon dont t'en parles, je l'ai déjà eu. Fait que là, j'étais comme, oh shit, ok. J'ai reçu plein de témoignages de gens qui ont vécu d'autres affaires fucked up avec des thérapeutes. Puis j'étais comme, ok, cool. Moi, j'avais ça à dire à ce moment-là. Je l'ai dit, ça m'appartient plus, ça part. Puis ça résonne comme ça résonne, puis tant mieux si ça résonne bien. T'sais. Puis ceux qui haïssent ça, je fais, ben c'est correct, c'est pas grave que t'ailles ça. Ouais. Que tu ressentes le besoin de me dire que t'ailles ça, puis à quel point je suis de la merde. Là, tu fais comme, ben ça c'est un peu malsain de ta part. Là. Moi, je suis capable de dealer avec parce que j'ai de l'expérience, mais des personnes d'heureux que je connais qui ressentent le besoin de dire à quelqu'un qui a pas aimé quelque chose. Là. Les gens heureux qui aiment pas quelque chose, ils continuent le chemin. Là. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, pourquoi perdre de l'énergie? Ben, tu sais, ça, je veux dire. C'est un classique, surtout avec. Exactement, pourquoi perdre de l'énergie à aller écrire ça, tu sais. Exact. Mais bon, il y a le monde du troll aussi sur Internet qui est comme. On l'oublie des fois, mais il y a des gens, leur but dans la vie, c'est juste de faire ça. Là, mais sauf que c'est impossible qu'ils soient heureux pour vrai, ces gens-là.
Il y a personne qui se nourrit de ça De... qui est réellement heureux. Ouais, c'est vrai. C'est une forme d'humour aussi, rendu là. Il y a des gens qui trouvent leur humour. Ça les fait rire de c'est une joke, mais vous savez pas que c'est une joke, je veux juste vous fâcher. Ou juste de dire, est-ce qu'il est laid, genre, t'es comme rendu là, c'est de l'intimidation. Là, Ouais, moi c'est ça que j'ai là. Moi j'ai la moustache pis la coupe longueuil là. Fait que moi c'est ça que. T'es l'intimidateur. Non, je reçois. Ah ouais? Non, moi ça là, c'est tellement important pour les gens là. Le look là, ça m'a toujours ouais. fasciné. À quel point les gens accordent une importance à genre t'as l'air de quoi, fac, t'es ça. Wow. Cette espèce de minding là, je l'ai jamais eu moi dans ma vie, ce qui fait que j'ai toujours été ami avec des gens que tu mettrais ensemble dans une pièce, tu ferais comme mais il y a personne qui a rapport ensemble là-dedans. Ouais. Mais ultimement, je fais oui parce que j'ai pris le temps de jaser en one-on-one avec chacune des personnes, puis Chris sont toutes pareilles, puis sont toutes le fun. Genre. Non, c'est vrai, puis mais c'est je veux dire, c'est ce qui est drôle parce que des fois c'est un instinct humain là, d'aller vers les gens qui nous ressemblent. Faut qu'on catégorise. Exact, ou t'es comme par sécurité, on va aller vers qu'est-ce qui nous ressemble, tu sais, puis en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui on est assez mûr comme être humain pour la race humaine pour genre être capable d'en prendre conscience puis se dire ok, on peut aller plus loin que ça, genre, ouais. mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'est comme c'est déprimant des fois, tu sais. Ouais. Fait que moi je le vois, puis j'ai une moustache puis une coupe longueuil, puis là soit que c'est comme j'adore ton style ou soit c'est genre je te déteste comme un ah ouais. c'est laid puis coupe-toi les cheveux c'est pouilleux, puis là t'es comme c'est pas important. Autant le compliment que genre l'insulte. Ouais. C'est pas important le look, c'est comme ouais. va plus loin que ça. Sinon toi dans ta vie tu dois t'arrêter vite à tout puis pas creuser, tu sais. Moi c'est ça que ça me dit, ça m'en dit plus long sur la personne qui fait le commentaire que sur genre moi, tu sais. C'est vrai que des fois il y a des gens aussi par exemple ils ont un style vestimentaire ou un look peu importe puis il y a un aspect politique derrière. Ouais, il y a un aspect de provocation. Ou juste c'est pour livrer un message, tu sais, puis se reconnaître aussi, tu sais, entre personnes, tu sais. Les gens, des fois, qui vivent des situations peut-être plus de marginalité ou peu importe. Ouais, les emo dans le temps ou les gothiques, ça je comprends. Ouais, tout à fait. Ou certaines minorités ou communautés, je veux dire, puis il y a un lien d'attachement, puis je veux dire. Mais je pense que c'est une autre discussion aussi. Ouais, mais moi, ma philosophie est simple. C'est toi, est-ce que ton niveau de bonheur est plus élevé comme ça? Ouais. Oui. C'est toi qui gagne. C'est toi qui as raison. C'est le même que tu veux t'habiller, c'est le même que. C'est ces cheveux-là que tu veux, c'est ce style-là. Puis ça te rend plus heureux que si t'étais pas comme ça. Ça te fait sentir que t'es plus toi puis tu t'exprimes. Ben, fais-les, man. Ça m'appartient pas, là. C'est ton bonheur à toi. Moi, par exemple, j'ai toujours détesté les uniformes à l'école. J'avais pas d'uniforme. Ouais. Moi, j'aimais ça. Pour vrai? Ouais. Intéressant quand même. Parce que moi, j'avais pas le linge cool. Fait que j'aimais bien ça que tout le monde soit habillé pareil parce que je me faisais pas écœurer là-dessus. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je me souviens, ça avait failli passer un vote à mon école secondaire. Bon, il y a 11 ans, tu sais. Sur le fait qu'il y ait un uniforme, tu sais, puis c'était un des arguments souvent qu'on se l'entend, puis j'avais l'impression que finalement il y avait sûrement autant d'intimidation, mais sur autre chose, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que j'étais comme, puis moi, tu sais, je veux dire, j'aime ça, moi, genre, juste m'habiller comme je veux le matin, genre, tu sais, je veux dire, puis tu sais, je déteste un peu la conformité d'un uniforme, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, il y a l'aspect, des fois, il y en a qui disent, ben, on va pas voir, genre, les inégalités moins, tu sais, mais j'étais comme. C'est peut-être pas une mauvaise chose des fois qu'on les remarque, je veux dire, si on était, je veux dire, mec, on sort dans la vie après, genre, c'est partout ça, les inégalités, genre. Ouais. Fait que, tu sais. Ouais, ça le prépare au vrai monde, là. Ouais, pis, tu sais, je veux dire, il faut y faire face des fois, pis, tu sais, je veux dire, pas. Mais pour la personne qui vit l'inégalité, ça peut être cool de normaliser la patente. T'sais. Peut-être, je sais pas, là, je parle de mon point de vue de privilégié, là, mais tu sais, je sais pas, mais tu sais, je sais pas. Je suis ça de même, mais. Moi, je me dis, si tu m'haïs, au moins, haïs-moi pour moi. Je comprends. Comme ça, tu m'haïs au moins pour. C'est une vraie réponse. Ton jugement, il est basé sur ah non, mais on est tout habillés pareil, mais je t'ai parlé puis je t'aime pas. Je fais ok, ben cool, ben là, je le respecte ta haine parce que elle est basée sur t'as appris à me connaître puis t'aimes pas ça. Mais si t'étais arrêté à mon linge, tu m'avais envoyé chier, j'aurais fait tu le sais même pas, ça se peut qu'on s'entende bien, tu sais. Ouais, tout à fait, mais même encore des fois, c'est même pas le linge, c'est le nez, les oreilles, les ouais, yeux, c'est ça, on trouve tout le temps quelque chose. La longueur des pieds, la personne est grande, tu sais, finalement, tu dès que t'es un petit peu différent, fait que je sais pas, moi j'ai toujours trouvé, j'ai toujours aimé mieux l'idée de laisser libre les gens, mais bon. Ouais, ben je suis 100% d'accord, c'est juste que je trouve qu'on a pas cette maturité-là au secondaire. Peut-être fait que pas, des fois on est comme, regarde, on va... Moi ça fait que j'étais ami avec plein de monde que peut-être que moi-même je me serais freiné d'être ami avec si on avait été tout habillé comme on voulait puis tout ça, j'aurais fait comme non, moi j'étais plus comme
punk. Je m'habillais pas comme ça, mais c'était ma culture. J'écoutais du punk rock, des affaires de même. Fait que n'importe qui aurait eu du linge comme un peu plus hip-hop, ou c'était quoi à l'époque, c'était Yo ou Fresh, je pense on appelait. Là. Ah ouais? Ouais, j'aurais fait comme, poêles, ben non, on peut pas être, tu sais. Ah ouais. Peut-être que j'aurais été cet enfant-là, tu sais, je serais tombé dans ce loop-là d'appartenance, de t'es jeune, tu cherches ton identité, t'es comme, Les ok, gangs, moi je suis ça, t'as les poêles, t'as les, tu sais. Sauf que là, ça a fait qu'on a tous des uniformes, fait que je t'ai mis avec tout le monde, peu importe, puis la fin de semaine, tu fais, ah ouais, ok, t'es ce style de linge-là, ok, t'es ce genre de personne-là, je savais pas trop, je te connais juste comme humain, mais pas... Ben oui. Fait que moi je trouvais ça positif, mais ton point est bon aussi de juste laisser nous faire ce qu'on veut faire là. Ouais, ben c'est surtout que j'ai détesté la conformité. J'ai dit comme ça, c'était mon esprit créatif, mais j'aimais ça l'idée de la créativité via genre qui on est, puis c'est bien correct. Mais tu sais, je te dis ça, moi j'ai. Ben là t'étais en jazz là. Je exact, te crois que t'aimais ça. Mais tu sais, je veux dire, moi j'ai été vraiment chanceux puis privilégié comme je dis, j'ai eu une super adolescence. Il y en a que je connais que ça a été tough pour moi, ça a été. Je me suis jamais chicané avec mes parents, je veux dire, c'était mes amis d'une certaine manière. La gang, je savais, était cool, était ouverte, il y avait des gens de plein de milieux qui venaient, puis la musique a sûrement fait en sorte en fait que j'étais bien là-dedans. Tu l'as ta place pour t'exprimer, fait que... Ben j'étais bien avec moi-même, je veux dire. Fait que je veux dire, ça m'a permis d'accepter encore plus de me foutre que ce que les gens pensaient de mon linge, puis des fois je faisais par exprès pour arriver avec des sandales dans les bas, des bas dans mes sandales, juste parce que j'étais comme de pousser ça puis de me dire les gens penseront ce qu'ils voudront, mais tu sais, c'est moi. C'est vrai que c'est moi, puis c'est moi qui ai réussi. Tu sais, pas qui a réussi, mais tu sais, il n'y a pas une réussite, non, mais qui avait cette capacité-là de. Je te rejoins là-dessus. Je l'ai un peu aujourd'hui, cette espèce-là. Ouais, peut-être ado, tu l'avais pas. Non, j'avais pas cette confiance-là, ado. Mais à cette heure, j'ai développé j'ai le goût de porter ça, je m'en crisse, ça me fait rire. Exact. Je porte ça. Mais c'est pour ça que je pense que la musique, c'est important ou des trucs comme ça, parce que, tu sais, sûrement que cette si grande passion-là que j'ai développée, c'est pour ça que j'ai eu ça, tu sais, parce que je me souviens quand j'étais en secondaire 1, avant la musique, ça me stressait, tu sais. Ouais. Je veux dire, t'as nourri ça à travers j'avais des pantalons encore du roi brun, puis je sais pas pourquoi, mais ça me gênait des porter, mais j'ai porté. C'est ça que j'avais, Ouais. Puis, mais une fois que j'ai joué de la musique, j'étais comme dans ma tête, m'en fous, je vais être une rockstar, puis ils diront ce qu'ils voudront, genre. En dedans, je sais comment je mets ça. Exact, Très hot. Non, puis t'es mané, t'es comme fier d'être comme juste comme. Moi, je les ai, mes pantalons encore du roi, c'est drôle, tu sais. Aujourd'hui, je me prends des fois en maillot de bain, j'appelle ça mes culottes de vacances, je veux dire. Puis j'étais heureux d'avoir mon maillot de bain genre jaune fluo, là, fait que oh oui, j'ai le même genre de comment je me sens aujourd'hui, je me sens de même ma crise, c'est mais ça se cultive ça, je pense, cette envie du regard des autres qui soit différent puis de juste être comme je suis bien avec ça. C'est un laisser-aller, puis c'est un exact. Ouais, moi j'aime ça aussi, je dois t'avouer que montrer genre hey, je m'en calisse là, j'ai une coupe longueur puis une moustache, penses-tu vraiment que je le sais pas que c'est loufoque là? Sac, man, je suis bien, sois bien. Exact. C'est correct là. Mais bref, c'est ça je pense au secondaire, c'est tough d'avoir ça parce que c'est tellement une période charnière où des fois on se sent jugé puis tout, puis en plein changement. Mais c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir ces programmes là en art, ou même en sport, peu importe, mais surtout en art parce que je pense que ça aide à ça. Ben ça a donné un excellent bassiste de jazz. Ben oui. D'ailleurs, merci full pour le podcast, c'est fucking cool. Ben merci à toi. Je suis vraiment content, on a aujourd'hui plein d'affaires. Ah là, ça doit durer 1h30 facile. 1h40, c'est pas super. Puis ah oui, il y a une Maryse, la chanson. Oui. Moi là, faut que... T'as-tu des tables à quelque part de ça? Je peux t'en montrer si tu veux tantôt. Mais oui, c'est pas compliqué, mais le nom de Maryse, tu veux savoir d'où ça vient? Ouais. Moi, j'ai été fan de hockey toute ma vie, puis avant la musique, je veux dire, moi, je trippais là-dessus, puis maintenant, on est allé avec ma blonde voir, on est allé à l'aréna de mon enfance, OK. J'adore, je suis très nostalgique, ça me rend nostalgique, puis il y avait des games d'enfants, moitié glace qui jouaient, genre, il y avait une petite gauleuse qu'on trouvait super cool, là, fait qu'on l'a appelée Maryse, on l'a jamais su comment elle s'appelait. Fait que j'ai appelé cette tune-là en l'honneur du nom de cette petite fille-là. Ah, c'est drôle. Parce que ça me rappelait la nostalgie de ce lieu-là. Genre. Puis, ça joue sur une 4 cordes ou c'est juste sur une 5 cordes? 4 cordes. Ah ouais? Ah ouais. Ok, nice. Il faut que tu me montres ça. Avec plaisir. Je vais te donner ma jazz. Merci full d'avoir été là. Ton podcast s'appelle comment? Les deux gars du prog. Les deux gars du prog. C'est pas mal sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Très cool. Ben, je vais l'écouter, c'est sûr et certain. Balado Québec et compagnie. Là. Ouais, Spotify, puis distribue partout. Puis, Ben, exactement. Très nice. Ben, merci. Ben, merci à toi. Je te donne ma jazz. Oh yes. Faut que tu me montres Maryse. Oh yes. Alors, on va enlever le micro. Ah ouais, enlève ça. C'est juste ça, pas mal, le gros. Hein. Ah ouais? Ben, au pire, pas ce sera pas la même tonalité, mais tu vas comprendre le...
C'est ça, c'est les accords que je me demandais, puis j'essaie d'apprendre les trucs, puis... Sur la bass, ouais. Ouais. Il y a manière de faire des accords, tu sais, c'est comme tout travail sur la mais tu sais, si tu prends la 12e frette, Ouais. c'est un barré finalement. Tu le barres, puis... Tu rajoutes Ok, je ça comprends. sur l'accord de ré. Pas mal ça le principe des accords. Ça, c'est un accord mineur. Ouais, ça va. Fait que c'est comme mineur, tu descends 2 cases, majeur, mineur. Tu vas chercher ta route en haut tout le temps. Fait que les roots en fret, mettons, ça va faire Ah non, mais en note, je suis correct que mi, ré, si, do. Ok. Fait que mineur, majeur, That's it. pas mal le gros. C'est drôle. Parce que c'est par là que je veux m'en aller, l'espèce de. Justement, les accords, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Parce qu'à Guide, je m'en fâche partout, puis j'étais comme. Je regarde tellement de monde jouer justement des chords et des trucs comme ça, je fais comme c'est super cool. Je catch les accords, je suis capable de le lire, mais comme. Là, je check des charts de. Ok, c'est quoi l'accord, comment. C'est quoi la shape. Mais le fun sur une bass, c'est de faire des dixièmes qui appellent, fait que c'est comme juste des intervalles, mais ça sonne comme des accords. Fait que c'est juste de faire, tu sais, comme, que j'ai fait là, mais t'enlèves ça là, t'as à faire ça. C'est ce que je compose le 3/4 du temps, c'est ça. Et après, c'est quoi? C'est genre, tu montes les gammes entre, puis tu fais des passes. Ouais, ben, tu sais, mettons exemple, tour majeur. Ça majeur. Ça, après ça, il y a toute la question des modes en effet, c'est que c'est juste des fois, mettons, qu'est-ce que je viens de faire là, ça arrive qu'il y a une certaine harmonie Ouais. qui commence ça majeur, là, mais tu sais, juste pour juste en utilisant ton oreille, tu peux créer des mélodies après ça.